Parfois, les plus petites mains portent les fardeaux les plus lourds. Parfois, les larmes d'un enfant peuvent briser même le cœur le plus fermé. À Socorro, dans le territoire du Nouveau-Mexique, en 1887, Jeremiah Jed Thornton était en train d'attacher la bride de son cheval lorsqu'une petite fille tira sur son manteau. Elle avait peut-être 6 ans, elle était couverte de poussière et de larmes. Sa robe était déchirée et ses pieds saignaient. Monsieur, suivez-moi jusqu'à la maison, s'il vous plaît, murmura-t-elle. Maman ne se réveillait pas. Cette petite fille rappela à Jed des souvenirs douloureux datant d'il y a 20 ans, lorsqu'il était encore policier. À l'époque, il avait perdu sa propre famille dans des circonstances violentes. Aujourd'hui, il vivait seul, essayant d'oublier le passé. Mais comment pouvait-il ignorer une enfant qui avait besoin d'aide? Que trouverait-il en suivant cette petite fille désespérée à travers le désert jusqu'à sa maison? Avant de replonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, car demain, je vous réserve quelque chose de très spécial. La poussière ne retombait jamais à Sakura. Elle flottait dans l'air comme un vieux chagrin, recouvrant tout de la couleur des rêves oubliés. Jeremiah Jed Thornton s'était habitué à son goût sur sa langue, à la façon dont elle s'accrochait à ses mains burinées et se déposait dans les rides autour de ses yeux. À 53 ans, il se déplaçait avec la prudence d'un homme qui avait appris que les mouvements brusques pouvaient entraîner une douleur soudaine. Son ranch se trouvait à 8 kilomètres de la ville, une modeste propriété avec une petite maison en adobe, une grange qui avait connu des jours meilleurs et suffisamment de pâturage pour les 20 têtes de bétail qui constituaient tout son univers. La routine matinale ne variait jamais. Un café noir comme la nuit, une poignée de biscuits restants de la veille, puis la lente promenade jusqu'au corral où l'attendait sa mère, Constance, avec la sagesse patiente d'une vieille amie. Constance était avec lui depuis 8 ans maintenant, depuis qu'il avait renoncé à son badge et au fardeau qui l'accompagnait. C'était une jument baie au caractère stable, aux yeux intelligents et à la nature douce qui correspondait à son besoin de compagnie tranquille. Comme lui, elle semblait comprendre que certaines blessures ne guérissaient jamais complètement. Elles apprenaient simplement à porter leur poids différemment. Le trajet jusqu'à Socorro le fit passer devant la propriété des Martinez, où Rosa Martinez lui faisait toujours signe depuis la fenêtre de sa cuisine, et devant l'ancienne maison des Sinclair, abandonnée depuis 3 ans, depuis que la sécheresse avait emporté leurs espoirs en même temps que leur récolte. Ces repères étaient devenus les limites de son monde soigneusement construit, prévisible, gérable, sûr. Socorro était une ville prise entre l'ambition et l'acceptation. Le chemin de fer avait apporté des promesses de prospérité qui ne s'étaient jamais vraiment concrétisées. Il laissait derrière lui un ensemble de bâtiments en adobe, de devantures en bois, et des gens qui comprenaient que parfois, rester sur place était une forme de courage. La rue principale s'étendait sur 6 pâtés de maisons, ponctuée par la cantina de Vicente, le cabinet médical de Henderson, le magasin général tenu par la famille de Kowalski et l'église, où le père Miguel célébrait des offices en espagnol et en anglais pour une congrégation qui avait besoin de toute l'aide possible. Le docteur Henderson avait été le plus proche ami de Jed ces dernières années, même si leur relation consistait principalement à partager des moments de silence autour d'une partie de dames et parfois d'une bouteille de whisky lorsque les souvenirs devenaient trop lourds. Henderson était un homme maigre d'une 60aine d'années, aux mains toujours en mouvement et aux yeux qui avaient trop vu ce que les gens pouvaient s'infliger les uns aux autres. C'était lui qui avait soigné Jed après la fusillade qui avait mis fin à sa carrière de shérif, et il ne lui avait jamais posé de questions sur les cauchemars qui avaient suivi. Vicente Morales dirigeait la cantina avec l'autorité tranquille d'un homme qui comprenait que parfois, les gens avaient besoin d'un endroit où s'asseoir avec leurs problèmes sans avoir à les expliquer. Son établissement servait le meilleur ragoût de piment vert de la région et ne posait aucune question sur le passé d'un homme ou les raisons pour lesquelles il buvait seul. Vicente était né à Socorro et comptait y mourir, et il traitait les habitants de la ville avec la douce tolérance de quelqu'un qui savait que tout le monde portait des cicatrices invisibles. C'est chez Vicente que Jed avait entendu pour la première fois les histoires sur Black Jack Morrison. Ce nom flottait dans les conversations comme de la fumée, accompagné de voix étouffées et de regards inquiets. On disait que Morrison opérait à nouveau dans la région, attaquant les petites banques et les stations de paysage avec une bande dont les membres changeaient plus souvent que le désert ne changeait de couleur. Certains disaient qu'il s'était adouci,
d'autres qu'il était devenu plus méchant avec l'âge. Tous s'accordaient à dire qu'il valait mieux l'éviter. Jed gardait un insigne de shérif terni enfoui au fond de ses sacoches, enveloppé dans un vieux morceau de tissu qui avait autrefois fait partie de la robe de mariée de Catherine. Il se disait qu'il le gardait pour se rappeler pourquoi il avait démissionné. Mais la vérité était plus compliquée. Cet insigne représentait 22 années passées à croire que justice et loi étaient un synonyme, qu'un homme bon armé d'un pistolet pouvait rendre le monde plus sûr pour ceux qui méritaient d'être protégés. Catherine Thornton avait cru en cet homme et l'avait épousé alors qu'il était jeune, droit et convaincu que le monde pouvait être réparé avec suffisamment de détermination et de courage. Elle était enseignante et avait le sourire facile. Des rides entouraient ses yeux verts et ses mains pouvaient aussi bien apaiser un cheval effrayé que réconforter un enfant en pleurs. Leur fille Sarah avait hérité de la douceur de sa mère et de l'entêtement de son père, une combinaison qui la rendait intrépide, comme peuvent l'être les enfants lorsqu'ils croient que leurs parents peuvent les protéger de tout. Les Apaches les avaient enlevés un mardi de mars 1867. Jed était à la poursuite de voleurs de bétail près de Mogollon Rim lorsque le groupe de pillards avait attaqué le ranch. Il les avait retrouvés 3 jours plus tard, lorsque les vautours l'avaient ramené chez lui. Catherine avait été abattue en essayant de protéger Sarah, qui n'avait pas plus de 4 ans. Les pillards n'avaient rien pris de valeur. Ni chevaux, ni bétail, ni provisions. Ils avaient tué pour le plaisir de tuer. Le genre de violence aveugle qui brise la foi d'un homme dans l'ordre des choses. Après les funérailles, Jed s'était jeté à corps perdu dans son travail avec la fureur d'un homme qui tente de distancer sa propre ombre. Il avait traqué la bande d'Apaches responsable et participé à la brutale vengeance qui avait suivi. Il portait son badge comme une armure et son arme comme une prière, convaincu que s'il parvenait à attraper suffisamment de méchants, à arrêter suffisamment de fauteurs de troubles, à rétablir suffisamment l'ordre, il pourrait peut-être rétablir l'équilibre qui avait été si violemment rompu. Il lui avait fallu 15 ans pour comprendre que la justice n'était pas synonyme de guérison, que la vengeance n'était pas synonyme de paix. Cette prise de conscience était venue lors d'une fusillade avec un voleur de bétail nommé Jimmy Valdez, un garçon à peine sorti de l'adolescence qui volait des vaches pour nourrir ses jeunes frères et sœurs. Jed avait tiré 3 balles dans la poitrine de Jimmy et avait vu la lumière s'éteindre dans ses yeux qui lui rappelaient ceux de Sarah. Cette nuit-là, il avait accroché son insigne au bord de Henderson et avait quitté la seule vie qu'il avait connue depuis la mort de Catherine. Les habitants de Sakuro avaient tenté de l'en dissuader. Il avait été un bon shérif, juste, honnête et courageux. Mais Jed en avait assez du poids des attentes des autres et de ses propres exigences impossibles à satisfaire. Les années suivantes s'étaient écoulées dans un brouillard de routine et d'isolement prudent. Il avait acheté le petit ranch avec l'argent qu'il avait économisé grâce à son salaire de shérif et s'était construit une vie qui ne dépendait de personne. Il élevait suffisamment de bétail pour payer ses factures, cultivait suffisamment de légumes pour se nourrir et ne parlait aux gens que lorsque le commerce ou la courtoisie l'exigeaient. Ce n'était pas le bonheur, mais c'était une sorte de paix. Et cette paix lui avait semblé suffisante jusqu'à ce matin, où de petites mains avaient tiré sur son manteau et où la voix d'un enfant avait brisé la carapace qu'il avait soigneusement construite autour de son cœur. Debout dans la cantina de Vicente, la gorge nouée par la poussière et les souvenirs, Jed essayait de se concentrer sur la simple tâche d'acheter des provisions. Il avait besoin de café, de farine et d'huile à lampe. Des produits de première nécessité pour une vie simple, mais les paroles de l'enfant résonnaient dans son esprit comme une prière à laquelle il avait oublié comment répondre. Maman ne se réveillait pas. Vicente lui servit un whisky sans qu'il le demande, faisant glisser le verre sur le comptoir en bois abîmé, avec l'aisance d'un homme habitué à reconnaître les problèmes dès qu'il franchissait sa porte. On dirait que tu as vu un fantôme, amigo, dit Vicente d'une voix empreinte de la douce inquiétude d'un vieil ami. Jed fixa le liquide ambré, y voyant le reflet de choix qu'il n'était pas prêt à faire. Dehors, l'enfant attendait quelque part dans la poussière et la chaleur, portant un fardeau trop lourd pour ses petites épaules.
À l'intérieur, le whisky lui promettait le même engourdissement qui l'avait aidé à traverser 7 années de solitude prudente. Mais parfois, il commençait à comprendre. Le choix le plus difficile n'était pas entre le bien et le mal, mais entre la sécurité et le courage, entre la paix de l'isolement et la terrible responsabilité de se soucier de la douleur d'autrui. Le whisky resta intact tandis que Jed retournait sous la lumière brûlante du soleil du Nouveau-Mexique, où une fillette de 6 ans aux pieds ensanglantée et au regard désespéré l'attendait pour le ramener dans un monde qu'il avait juré de laisser derrière lui. La petite fille se tenait exactement là où il l'avait laissée, serrant contre elle une poupée en bois qui avait connu des jours meilleurs. L'un des bras de la poupée manquait, et son visage peint était tellement usé qu'il ne restait plus que l'esquisse de ses traits. Elle la serrait contre elle, comme un talisman, ses petits doigts blanchis par l'effort de la protéger. « Comment t'appelles-tu » demanda Jed en s'agenouillant pour la regarder dans les yeux. De près, il vit qu'elle était encore plus jeune qu'il ne l'avait pensé au premier abord. 5 ans, 6 ans tout au plus. Ses cheveux étaient de la couleur de la paille de blé, emmêlés et collés par la poussière, et ses yeux bleus reflétaient une profonde tristesse qu'aucun enfant ne devrait porter. Amelia, murmura-t-elle, puis, comme se souvenant de ses bonnes manières, Amelia Morrison. Ce nom frappa Jed comme un coup physique. Morrison. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Il n'y avait pas beaucoup de familles portant ce nom dans la région, et certainement pas beaucoup vivant dans un isolement qui expliquerait l'état de cet enfant. Ton papa, comment s'appelle-t-il, Amelia? Son visage se crispa légèrement. Il est parti. Maman a dit qu'il reviendrait, mais il est parti depuis longtemps. Maman est tombée malade et elle ne se réveillait pas. Et Tommy et Samuel sont partis, et je ne sais pas où ils sont allés. Les mots se bousculaient dans sa bouche, chacun d'entre eux ébréchant un peu plus l'armure soigneusement construite par Jed. Il leva doucement la main pour la faire taire. Tout va bien, petite. Nous allons trouver une solution. À quelle distance se trouve votre maison? Elle désigna le désert où la chaleur faisait miroiter l'horizon comme de l'eau. Après les gros rochers qui ressemblent à des géants endormis. Maman disait toujours de suivre le ruisseau asséché jusqu'à ce qu'il fasse un coude, puis de suivre le coude jusqu'à ce que tu vois notre maison. Jed connaissait la région qu'elle décrivait. Une région accidentée, idéale pour se cacher, mais un enfer pour quiconque essayait d'y gagner sa vie. Il faudrait au moins 1 heure à cheval, peut-être plus avec un enfant. Il regarda les pieds ensanglantés d'Amelia et prit sa décision. « Sais-tu monter à cheval? » Elle acquiesça solennellement. « Papa m'a appris avant de partir. » En quelques minutes, Jed installa Amelia devant lui sur le dos de Constance, son petit corps s'adaptant facilement au cercle de ses bras. Elle sentait la poussière du désert et l'enfant non lavé, avec une douceur sous-jacente qui lui rappelait douloureusement Sarah à cet âge. La poupée en bois restait serrée dans ses bras, une gardienne à un bras qui semblait la réconforter. Ils chevauchèrent dans un silence relatif, seulement rompu par les indications occasionnelles d'Amelia et les commentaires doux qu'elle adressait à sa poupée. « Ne t'inquiète pas, bébé, » murmura-t-elle à la poupée usée. « Le gentil monsieur nous aide à trouver maman. » Le paysage autour d'eux racontait une histoire de difficulté et d'endurance. La sécheresse avait été dure pour le territoire, laissant les lits des ruisseaux fissurés et vides. La végétation était clairsemée et fragile. Les formations rocheuses dont Amelia avait parlé s'élevaient du sol désertique comme d'anciens monuments sculptés par le vent et le temps, dont les formes pouvaient effectivement ressembler à des géants endormis dans l'imagination d'un enfant. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, Amelia commença à laisser s'exprimer sa curiosité naturelle d'enfant, surmontant sa fatigue et sa peur. Elle désigna des points de repère avec l'attention sérieuse de quelqu'un qui avait été contraint de grandir trop vite. « C'est là que papa a abattu le serpent à sonnette qui a essayé de mordre Tommy, » dit-elle en montrant un amas de rochers. « Et là-bas, c'est là que maman a trouvé le joli caillou qu'elle aimait collectionner. » Chaque histoire dépeignait une famille qui avait autrefois fonctionné, qui avait partagé des moments de protection et de joie avant que l'obscurité ne les déchire. Jed se surprit à écouter non seulement les mots, mais aussi le désir qui se cachait derrière eux. Le besoin désespéré d'un enfant de croire que les bons moments pourraient revenir d'une manière ou d'une autre. La ferme, lorsqu'ils l'atteignirent enfin, était le témoignage de rêves brisés. La maison en adobe se trouvait dans une dépression entre 2 collines basses,
Ses murs étaient fissurés et s'effritaient aux endroits où le mortier de boue avait cédé. Quelques poulets de maigre picoraient la terre battue autour de la porte d'entrée, et une vache laitière se tenait à l'ombre maigre d'un peuplier rabougri, ses côtes apparentes sous sa peau. Mais c'était le silence qui frappait Jed le plus fortement. Cela aurait dû être le moment de la journée où les voix des enfants portaient dans l'air du désert, où les bruits de la vie quotidienne, la cuisine, le ménage, les simples tâches de survie créaient la musique de fond d'un foyer qui fonctionnait. Au lieu de cela, il n'y avait que le murmure du vent à travers les murs fissurés et le cri lointain d'un faucon tournoyant au-dessus de leur tête. Amelia descendit de cheval avant que Jed n'ait pu l'aider, ses petits pieds touchant le sol avec un bruit semblable à un soupir. Elle courut vers la maison avec l'énergie désespérée de l'espoir, luttant contre la raison, criant au passage. Maman, maman, j'ai trouvé de l'aide. J'ai trouvé un homme gentil, comme tu me l'avais dit. La porte d'entrée était légèrement déformée, pendante sur des gonds en cuir qui avaient connu des jours meilleurs. Jed suivit la voix d'Amelia à travers la porte et entra dans une pièce unique qui servait de cuisine, de salon et de chambre à coucher pour ce qui avait apparemment été une famille de 5 personnes. L'odeur le frappa en premier, l'odeur douce et écœurante de la mort dans un espace clos. Puis ses yeux s'habituèrent à la faible lumière et il la vit. La femme était allongée sur un matelas de paille dans un coin, recouverte d'une couette défraîchie qui avait peut-être été belle autrefois. Elle était douloureusement maigre, ses cheveux noirs étalés sur un oreiller qui avait été soigneusement arrangé par de petites mains aimantes. Son visage était paisible, comme si elle avait simplement choisi de s'endormir et de ne jamais se réveiller. Amelia s'agenouilla à côté du lit, secouant l'épaule de sa mère avec une douce persévérance. « Maman, j'ai amené de l'aide. Le gentil monsieur est venu comme tu l'avais dit. Maman, réveille-toi, s'il te plaît. » Jed avait la gorge nouée, incapable de prononcer un mot. Il avait vu la mort trop souvent. Mais là, c'était différent. Cette femme était morte lentement, probablement de faim ou de maladie, ou des deux, tout en essayant de s'occuper d'enfants qu'elle ne pouvait pas protéger. La disposition soignée de son corps, la façon dont ses mains étaient croisées sur sa poitrine, lui indiquaient qu'Amelia était là depuis des jours, peut-être des semaines, essayant de réveiller quelqu'un qui ne se réveillerait plus jamais. « Amelia, dit-il doucement en s'agenouillant à côté d'elle. « Chérie, ta maman est partie rejoindre les anges. » Elle le regarda avec des yeux qui reflétaient une compréhension trop grande pour quelqu'un d'aussi jeune. « Je sais, murmura-t-elle. Je crois que je le sais depuis un moment, mais je ne voulais pas être seule. » La simple honnêteté de cette réponse brisa quelque chose dans la poitrine de Jed. Voici une enfant qui avait pris soin de sa mère décédée et cherché ses frères disparus, tout en conservant l'espoir que de l'aide viendrait. La force qu'il lui avait fallu, le courage et l'espoir face à des circonstances impossibles, lui rappelèrent des qualités auxquelles il avait autrefois cru. « Où sont tes frères, Amelia? » Tommy et Samuel. Son visage s'assombrit, envahi par la confusion et l'inquiétude. Papa est revenu une nuit, mais il était différent, en colère et effrayant. Il a emmené Tommy et Samuel dans le chariot. Maman a pleuré et pleuré, mais elle était trop malade pour l'arrêter. Il a dit qu'ils devaient venir avec lui pour travailler, qu'ils reviendraient quand ils auraient gagné leur vie. Black Jack Morrison. Ce nom s'imprima dans l'esprit de Jed comme une pierre jetée dans une eau calme, envoyant des ondes de mémoire et de reconnaissance à travers tout ce qu'il pensait savoir de cette situation. Morrison n'était pas seulement un hors-la-loi. C'était un homme qui utilisait ses propres enfants comme monnaie d'échange, qui abandonnait une femme malade et emmenait 2 jeunes garçons vers Dieu sait quelle vie. Debout dans cette petite pièce condamnée, avec une petite fille courageuse accrochée à une poupée cassée, et le regardant avec une confiance qu'il ne méritait pas, Jed sentit les murs prudents qu'il avait construits autour de son cœur commencer à s'effriter. Il ne s'agissait pas seulement d'aider un enfant dans le besoin. Il s'agissait d'affronter le genre de mal qui avait emporté sa propre famille, le genre de cruauté aléatoire qui lui avait appris que les bonnes intentions ne suffisaient pas toujours. Mais parfois, il commençait à comprendre que c'était tout ce qu'il y avait.
Le désert retenait son souffle pendant que Jed creusait. Le sol était dur comme de la pierre, brûlé par des années de soleil et de sécheresse, et chaque pelletée lui donnait l'impression d'éroder sa propre résistance à la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Amelia était assise à l'ombre du peuplier, parlant doucement à sa poupée cassée et donnant de temps en temps des indications sur la profondeur que devait avoir le trou. Maman disait toujours qu'elle voulait être enterrée face au lever du soleil, dit Amelia d'une voix neutre. Les enfants utilisent souvent des concepts trop grands pour leur compréhension. Elle disait que ainsi elle pourrait voir le nouveau jour se lever. Jed ajusta l'angle de la tombe en conséquence, bien que ses mains tremblaient légèrement pendant qu'il travaillait. Au fil des ans, il avait enterré beaucoup de gens, victimes de violences, d'accidents, des cruautés de la vie à la frontière, mais cette fois-ci, c'était différent, plus personnel. C'était une femme qui était morte en protégeant ses enfants, qui avait envoyé sa plus jeune fille dans le désert avec pour seul bagage son espoir et la prière que quelqu'un de bienveillant lui vienne en aide. Une fois la tombe creusée, Jed transporta le corps de la femme à l'extérieur, enveloppé dans sa propre couette. Elle ne pesait presque rien, ce qui témoignait de la lente famine qui avait emporté sa vie. Alors qu'il la descendait dans la terre, il remarqua que ses mains avaient autrefois été douces, qu'elle portait une simple alliance en or qui reflétait la lumière de l'après-midi. Amelia se tenait à côté de la tombe, avec une solennité qui aurait mieux convenu à quelqu'un de plusieurs décennies plus âgé. Elle serrait sa poupée d'une main et tenait un petit bouquet de fleurs sauvages du désert de l'autre. Des fleurs maigrichonnes qui avaient réussi à trouver suffisamment d'humidité pour fleurir dans cet endroit hostile. Devrions-nous dire quelques mots? Demanda Jed. Elle acquiesça gravement. Maman m'a appris une prière. Sa voix était claire et douce lorsqu'elle récita les mots sur les verts pâturages et les eaux calmes, sur la traversée sans crainte des vallées de l'ombre. Jed se souvint des funérailles de Catherine. Il se souvenait de Sarah debout près de la tombe, lui posant des questions auxquelles il ne pouvait répondre, demandant où allaient les gens quand ils mouraient et pourquoi Dieu laissait de mauvaises choses arriver aux gens bien. Après la prière, ils comblèrent la tombe en silence. Jed fabriqua une croix rudimentaire à partir de morceaux de bois récupérés dans le poulailler détruit et grava «Épouse et mère bien-aimée» sur la traverse avec son couteau. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était sincère, et parfois, la sincérité était la meilleure chose que l'on pouvait offrir. Une fois l'enterrement terminé, Jed s'est mis à fouiller la propriété à la recherche d'indices sur les garçons disparus. La maison n'a pas donné grand-chose. Quelques vêtements, des ustensiles de cuisine basiques et une petite réserve de pièces cachées sous une planche du plancher. Mais dans une caisse en bois à côté du lit, il a trouvé quelque chose qui lui a glacé le sang. C'était un journal intime en cuir. Ses pages étaient remplies d'annotations écrites d'une écriture anguleuse et grossière. Les premières pages détaillaient les activités quotidiennes du ranch, le nombre de tests de bétail, les observations météorologiques, les plans pour les semailles de printemps. Mais à mesure que Jed avançait dans sa lecture, le ton devenait plus sombre, plus erratique. Les garçons deviennent trop mous, disait une note. Tommy pleure quand je dois le discipliner. Samuel pose trop de questions sur le bien et le mal. Ils doivent apprendre que la survie est plus importante que la conscience. Une autre note datait d'il y a seulement 2 mois. Maria empire. Elle n'arrête pas de parler d'emmener les enfants chez sa sœur à 100 ans. Fa ne comprend pas que les garçons m'appartiennent désormais. Ils sont assez grands pour être utiles, assez grands pour apprendre le métier familial. La dernière note était la plus effrayante. Il est temps de récupérer ce qui m'est dû. Les enfants viendront avec moi. Une assurance contre quiconque tenterait de jouer les héros. 3 enfants peuvent ouvrir des portes qui restent fermées à un tireur solitaire. Jed serra le journal dans ses mains alors que les implications devenaient claires. Morrison n'utilisait pas seulement ses enfants comme main-d'œuvre. Il prévoyait de les utiliser comme boucliers humains, comme moyen de pression dans le cadre de l'entreprise criminelle qu'il préparait. L'idée que 2 jeunes garçons soient entraînés dans ce genre de vie, contraints de regarder leur père commettre des actes de violence, donnait la nausée à Jed. «Qu'as-tu trouvé?» demanda Amelia, apparaissant à ses côtés avec cette discrétion propre aux enfants qui surgissent lorsque les adultes sont plongés dans leurs pensées. «Votre papa a laissé quelques notes», répondit Jed avec précaution. «Vous souvenez-vous où Tommy et Samuel ont pu être emmenés?» demanda-t-il, le visage crispé par la concentration. Il a parlé de rencontrer des hommes à la Scruce
et il avait une carte avec des marques dessus, des endroits où il disait qu'il y avait du travail à faire. Il l'a montré aux garçons et leur a dit qu'ils apprendraient à devenir des hommes sur la piste. Las Cruces se trouvait à 3 jours de route vers le sud, une ville en pleine expansion où un homme aux mœurs légères pouvait trouver de nombreuses occasions de s'adonner à des activités répréhensibles. Elle était également suffisamment grande pour que 2 enfants puissent disparaître dans la foule des ouvriers, des vagabonds et des opportunistes qui se rassemblaient autour de toute colonie où l'argent changeait de main. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, Jed se surprit à observer Amelia avec une inquiétude grandissante. Elle gérait la mort de sa mère et l'absence de son frère avec un sang-froid qui témoignait soit d'une résilience remarquable, soit d'un profond choc. Elle l'aida à fouiller la propriété avec l'efficacité et la minutie de quelqu'un qui avait appris très tôt que la survie dépendait de l'attention portée aux détails. « Tu me ramènes en ville maintenant ?» demanda-t-elle alors qu'il se préparait à partir. Maman disait toujours que si quelque chose lui arrivait, je devrais trouver des gens bien qui pourraient prendre soin de moi. La question frappa Jed comme un coup physique. Bien sûr, elle s'attendait à être confiée à quelqu'un d'autre. C'était ce que faisaient les adultes responsables avec les enfants orphelins. Ils trouvaient des familles convenables, des gens ayant l'expérience de l'éducation des enfants, des femmes qui s'y connaissaient en ruban pour les cheveux et en histoire pour s'endormir. Mais en regardant le visage levé d'Amelia, en voyant la confiance qui s'y lisait, malgré tout ce qu'elle avait enduré, Jed sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Cet enfant l'avait choisi. Elle avait parcouru des kilomètres à travers un territoire dangereux pour le trouver spécifiquement. Elle avait regardé son visage buriné et y avait vu quelque chose qui méritait cette confiance, une qualité qu'il avait oublié posséder. « Pour cette nuit, tu resteras avec moi, dit-il finalement. Nous verrons le reste au fur et à mesure. » Le trajet de retour vers Socorro fut différent de celui du matin. Amelia était plus calme maintenant, le poids de l'adieu à sa mère pesant sur elle comme une couverture. Mais elle était assise plus droite sur sa selle, et lorsqu'elle parlait à sa poupée, ses mots reflétaient une nouvelle détermination. « Ne t'inquiète pas, bébé, » murmura-t-elle à la poupée. « Nous allons retrouver Tommy et Samuel. Le gentil monsieur va nous aider à les ramener à la maison. » Jed ne corrigea pas son hypothèse, même s'il savait que ramener ses frères à la maison signifierait affronter directement Blackjack Morrison. Cela signifierait abandonner la vie sûre et tranquille qu'il s'était construite et replonger dans un monde de violence et de complexité morale qu'il avait juré de laisser derrière lui. Mais alors qu'il roulait dans le crépuscule naissant vers Socorro, avec une petite fille courageuse qui lui faisait confiance pour tout arranger, Jed commença à comprendre que certains choix n'étaient pas vraiment des choix. Certaines responsabilités vous tombaient dessus, que vous le vouliez ou non. Et la seule vraie décision était de savoir si vous alliez les assumer avec courage ou les fuir. Les étoiles commençaient à apparaître au-dessus de leur tête, minuscules points lumineux dans l'immensité sombre du ciel désertique. Demain, il devrait commencer à prendre des décisions concernant l'avenir d'Amelia, les garçons disparus, et la part de sa propre sécurité qu'il était prêt à sacrifier pour des personnes qui n'étaient pas de sa famille, mais dont il pourrait devenir responsable. Ce soir, cependant, il lui suffisait de rentrer chez lui avec une enfant qui lui faisait confiance et un but qui, pour la première fois depuis des années, lui semblait valoir la peine d'être poursuivi. Le ranch de Jed ne lui avait jamais semblé aussi petit qu'avec une fillette de 6 ans qui explorait chaque recoin avec la curiosité intense de quelqu'un qui découvre un nouveau monde. Amelia se déplaçait dans la modeste maison en adobé comme un chat prudent, touchant les surfaces avec douceur et demandant la permission avant de s'asseoir sur les meubles ou d'ouvrir les portes. « C'est ici que tu dors ?» demanda-t-elle en jetant un coup d'œil dans sa chambre, avec son lit en bois simple et sa commode. « Oui, tu peux prendre le lit ce soir. Je vais me faire un lit de camp près du feu. » Elle secoua fermement la tête.
Maman m'a appris à ne pas prendre les affaires qui appartiennent à d'autres personnes. Je peux dormir par terre. J'ai l'habitude. La désinvolture avec laquelle elle le dit, sans apitoiement ni plainte, en dit plus à Jed sur sa vie récente que n'importe quelle explication détaillée. Il se demanda depuis combien de temps la famille était en difficulté. Combien de nuits cette petite fille avait-elle passé à dormir affamée ou frigorifiée pendant que son père se livrait à ses sombres activités qui avaient fini par coûter la vie à ses frères. Il prépara un souper simple composé de haricots et de pain de maïs. Il regarda Amelia manger avec les manières soignées de quelqu'un à qui on avait enseigné le bon comportement, mais aussi avec l'efficacité rapide de quelqu'un qui comprenait que la nourriture n'était pas toujours disponible. Elle garda le dernier morceau de pain de maïs, l'enveloppant soigneusement dans un morceau de tissu. Pour demain, expliqua-t-elle lorsqu'elle remarqua son regard interrogateur. Maman disait toujours de garder quelque chose pour demain, au cas où. Après le souper, elle sortit un petit objet de la poche de sa robe et le lui tendit à deux mains. C'était un médaillon en argent, terni par le temps, mais toujours magnifique, suspendu à une chaîne délicate qui avait été soigneusement réparée à plusieurs endroits. Maman m'a donné ça avant d'être trop malade pour parler, dit Amelia. Elle m'a dit qu'il y avait des photos de nous tous ensemble quand nous étions heureux. Elle lui montra comment ouvrir le petit fermoir, révélant une photographie qui avait été soigneusement découpée pour s'adapter aux dimensions du médaillon. L'image était décolorée, mais suffisamment claire pour distinguer les visages. Une jeune femme aux yeux bienveillants et au sourire doux, deux garçons qui avaient les cheveux blonds comme Amelia, et Amelia elle-même, probablement prise un an ou deux plus tôt, alors qu'elle avait encore les rondeurs douces de la petite enfance. C'est Tommy, dit-elle en désignant le plus grand des garçons. Il a 10 ans maintenant et il est très doué pour réparer les choses cassées. Et ça, c'est Samuel. Il a 8 ans et il connaît plus d'histoires que n'importe qui. Il les invente dans sa tête et les raconte quand nous avons peur ou que nous sommes tristes. Jed étudia les visages sur la photo, les mémorisant. Ces garçons étaient désormais réels et non plus de simples concepts abstraits d'enfants disparus. Ils avaient des noms, des personnalités et des talents. Et quelque part, ils étaient probablement effrayés et désorientés, espérant que quelqu'un viendrait les chercher. Nous allons les retrouver, dit-il, les mots sortant avant même qu'il ait consciemment décidé de les prononcer. Le visage d'Amelia s'illumina d'un sourire sincère, le premier qu'il lui voyait. Je savais que vous m'aideriez. Quand je vous ai vu en ville, j'ai su que vous étiez le genre d'homme qui tient ses promesses. Sa confiance en lui était à la fois flatteuse et terrifiante. Jed n'avait fait aucune promesse à personne depuis 7 ans. Il avait soigneusement évité tout engagement qui pourrait l'obliger à risquer son cœur ou sa vie pour le bien-être de quelqu'un d'autre. Mais en regardant cette petite fille courageuse serrant son médaillon et lui confiant l'avenir de sa famille, il se surprit à vouloir faire une exception ce soir-là. Après qu'Amelia eut finalement accepté de dormir dans son lit pendant qu'il prenait place sur le sol, Jed s'assit près du feu mourant et élabora un plan. Las Cruz était le point de départ évident, mais Morrison avait des associés, des refuges, des contacts qui pourraient l'aider à disparaître s'il se sentait menacé. Une approche frontale risquait d'entraîner un nouveau déplacement des enfants, peut-être vers un endroit beaucoup plus difficile à trouver. Il aurait besoin d'informations, celles que l'on obtient grâce à des interrogatoires minutieux et des enquêtes patientes. Il devrait recommencer à penser comme un homme de loi, se souvenir des compétences qui lui avaient autrefois permis d'exceller dans son travail. Cette idée l'excitait et l'effrayait à la fois. Cela faisait si longtemps qu'il ne s'était pas permis de se soucier du résultat de quoi que ce soit que l'intensité de son inquiétude pour ses enfants le submergeait. Vers minuit, il fut surpris par un petit bruit provenant de la chambre. Amelia pleurait, non pas les sanglots dramatiques d'un enfant en pleine crise, mais les pleurs silencieux et désespérés de quelqu'un qui avait appris que les pleurs bruyants attiraient une attention indésirable. Il la trouva recroquevillée au milieu de son lit, serrant contre elle une poupée cassée et le médaillon en argent, son petit corps tremblant sous l'effort de tenter de pleurer en silence. « Hé, hé, hé !» dit-il doucement en s'asseyant sur le bord du lit. « C'est normal d'être triste. Tu as vécu la pire journée qu'une personne puisse vivre. Je n'arrête pas de penser à Tommy et Samuel, murmura-t-elle. Et s'ils ont peur, et s'ils pensent que je n'ai pas essayé de les retrouver, et si papa est méchant avec eux?
Jed sentit sa gorge se serrer. Tes frères savent que tu les aimes et ils savent que tu es assez courageuse pour aller chercher de l'aide. C'est quelque chose auquel ils peuvent se raccrocher, quoi qu'il arrive. Tu veux bien me parler de ta petite fille demanda soudain Amelia. Tu as ce regard que les adultes ont quand ils se souviennent de quelqu'un qui n'est plus là. La question le prit au dépourvu. Il était devenu si habile à éviter les conversations sur Sarah et Catherine qu'il avait presque oublié ce que cela faisait quand quelqu'un lui posait directement la question. Elle s'appelait Sarah, finit-il par répondre. Elle avait à peu près ton âge quand elle est morte. Elle avait les cheveux bruns comme sa maman, et elle savait siffler plus fort que n'importe quel garçon du coin. Elle m'aidait à m'occuper des chevaux. Elle disait qu'elle serait éleveuse quand elle serait grande. Que lui est-il arrivé? Des hommes mauvais lui ont fait du mal à elle et à sa mère. J'étais loin et je n'ai pas pu les protéger. Amelia resta silencieuse pendant un long moment, assimilant cette information avec le sérieux que les enfants accordent aux vérités importantes. C'est pour ça que tu vis seul, parce que tu as peur de t'attacher à des gens qui pourraient en souffrir. La simplicité et la franchise de la question le laissèrent sans voix. Voici une enfant qui venait de perdre sa mère et qui faisait face à un avenir incertain, et elle s'inquiétait pour son bien-être émotionnel. Peut-être, admit-il, mais j'apprends que le fait d'avoir peur ne signifie pas toujours qu'il ne faut pas en faire quelque chose. Parfois, cela signifie simplement que cette chose est suffisamment importante pour valoir la peine de prendre le risque. Elle acquiesça, comme si cela lui semblait tout à fait logique. Maman disait que les gens courageux ne sont pas ceux qui n'ont pas peur. Ce sont ceux qui font ce qui est juste même lorsqu'ils ont peur. En quelques minutes, sa respiration s'était calmée pour adopter le rythme profond d'un sommeil épuisé. Mais Jed resta éveillé jusqu'à l'aube, écoutant le bruit d'une autre personne dans sa maison et essayant de se souvenir de ce que l'on ressentait lorsque quelqu'un dépendait de lui pour plus que son pain quotidien. Demain, il commencerait à rechercher Morrison et les garçons disparus. Mais ce soir, pour la première fois en 7 ans, il n'était pas seul avec ses fantômes. Les doigts du docteur Henderson suivirent les contours de la carte ensanglantée avec la précision minutieuse d'un chirurgien examinant une blessure. Le papier était taché de ce qui semblait être du sang séché et du café. Ses coins étaient déchirés à cause d'une manipulation brutale, et il était parsemé de croix rouges. Divers endroits du territoire étaient reliés par de fines lignes tracées au crayon qui formaient un schéma de déplacement et d'intention. Cela vient des sacoches de Morrison, demanda Henderson, en ajustant ses lunettes pour mieux examiner les notes griffonnées. C'est écrit dans les marges. Je l'ai trouvé coincé derrière une planche mal fixée dans le mur de la ferme, répondit Jed. Amelia ne savait pas que cela s'y trouvait, mais cela expliquait beaucoup de choses sur l'endroit où il avait été et où il pouvait se diriger. Ils étaient assis dans le bureau de Henderson. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres qui n'avaient pas été correctement nettoyées depuis des mois. Amelia était dehors, donnant des carottes à Constant et parlant au cheval de ses frères avec l'assurance d'une enfant qui croyait que les adultes pouvaient résoudre n'importe quel problème s'ils s'y efforçaient suffisamment. La carte racontait l'histoire d'une activité criminelle systématique remontant à au moins 6 mois. Des banques, des bureaux miniers, des élevages de bétail, tous marqués de dates et de notes sur les horaires des gardes, les transferts d'argent et les faiblesses en matière de sécurité. Mais ce sont les marques les plus récentes qui ont attiré l'attention de Jed. Un groupe de X autour de Las Cruces avec des notes sur les possibilités d'emploi et les garçons en âge de travailler. Il planifie cela depuis un certain temps, observa Henderson. Il utilisait les enfants comme couverture pour ses repérages, voire comme pickpockets ou pour faire diversion. Les garçons de cet âge peuvent entrer dans des endroits où les adultes ne peuvent pas poser de questions sans éveiller les soupçons. Jed serra les mâchoires. L'idée que Tommy et Samuel soient contraints de participer au crime de leur père et de devenir ses complices, qu'ils le veuillent ou non, le remplissait d'une rage glaciale qui lui rappelait pourquoi il avait été bon dans son travail de shérif. Certaines formes de mal méritent d'être stoppées, quel qu'en soit le coût personnel. Il y a autre chose, dit Henderson en montrant une série de chiffres inscrits sur le bord de la carte. On dirait des dates et des heures de rendez-vous avec les membres du gang.
Si Morrison travaille avec un groupe plus important, retrouver les garçons risque d'être beaucoup plus compliqué, comme s'ils avaient été convoqués par leur conversation. Vicente apparut dans l'embrasure de la porte du cabinet médical. Son expression habituellement joviale avait fait place à une expression inquiète. Jed, il faut qu'on parle, dit-il. Il y a des étrangers en ville qui posent des questions sur une petite fille. Des hommes à l'allure rude qui ne semblent pas intéressés par des affaires légitimes. Les trois hommes échangèrent des regards. Ils vivaient tous dans la région depuis assez longtemps pour reconnaître les signes d'un problème imminent, et des étrangers qui posaient des questions sur des enfants n'annonçaient généralement rien de bon. Combien? Demanda Jed. 3, peut-être 4. Ils prennent soin de ne pas voyager ensemble, mais ils ont ce regard, vous savez, celui des fauteurs de troubles non professionnels. L'un d'eux demandait à Maria Santos si elle avait vu une petite fille blonde, prétendant être un parent inquiet pour sa nièce disparue. À travers la fenêtre, il pouvait voir Amelia qui parlait toujours à Constance, complètement inconsciente que son bref moment de sécurité touchait peut-être à sa fin. Elle avait tressé la crinière du cheval avec des brins d'herbe et essayait maintenant d'apprendre à l'animal patient à serrer la main, une scène qui aurait été charmante dans d'autres circonstances. C'est sûrement Morrison qui les a envoyés, dit Henderson. Il s'est peut-être rendu compte que la fille pouvait l'identifier, ou il veut peut-être l'utiliser comme moyen de pression pour que les garçons restent dans le droit chemin. Jed sentit le poids familier de la responsabilité s'alourdir sur ses épaules. À présent, comme il ne s'agissait plus seulement de sa propre sécurité, mais aussi de celle d'une enfant qui lui faisait entièrement confiance, la chose la plus intelligente à faire aurait été d'emmener Amelia chez le shérif de Las Cruz afin de remettre la carte et les informations sur les activités de Morrison à des personnes qui étaient encore officiellement chargées de faire respecter la loi. Mais la chose la plus intelligente n'était pas toujours la bonne, et Jed avait appris à ses dépens que parfois, la loi agissait trop lentement pour protéger les personnes qui en avaient le plus besoin. Le temps que les autorités officielles traitent les informations et organisent une réponse, Tommy et Samuel pourraient avoir été déplacés à nouveau. Ou pire, je dois la faire sortir de la ville, dit-il. Ce soir, avant que ces hommes ne découvrent où elle se trouve et n'y aillent, demanda Vicente. Si Morrison a des hommes qui la recherchent d'ici, il en a probablement aussi qui surveillent d'autres endroits. Un homme voyageant seul avec une petite fille va attirer l'attention partout où il ira. C'est Henderson qui apporta la réponse, même si sa suggestion comportait elle aussi des risques. Ma sœur tient une pension à Mesa, dit-il. Elle est située à l'écart des routes principales. C'est le genre d'endroit où les gens s'occupent de leurs affaires. Tu pourrais y laisser la petite pendant que tu traques les garçons. Jed secoua immédiatement la tête. Je ne la laisserai pas avec des étrangers. Elle a déjà été suffisamment abandonnée dans sa vie. Alors emmène-la avec toi, dit Vicente. Mais comprends bien ce que cela signifie. Tu mettras une enfant en danger en voyageant dans un territoire contrôlé par des hommes armés qui n'hésiteront pas à lui faire du mal si cela sert leurs intérêts. Le choix semblait impossible. Laisser Amelia dans un endroit sûr, mais parmi des étrangers qui pourraient ne pas comprendre ses besoins, ou l'emmener dans le danger, mais la garder suffisamment près pour la protéger. Les deux options comportaient un risque de catastrophe, le genre de conséquences qui le hanterait, quel que soit son choix. Que te dit ton instinct? Demanda Henderson, voyant le conflit intérieur qui se jouait sur le visage de Jed. Avant que Jed n'ait le temps de répondre, Amelia apparut dans l'embrasure de la porte, le visage rayonnant d'excitation. Constance a appris à serrer la main, annonça-t-elle. Enfin, en quelque sorte. Elle lève le pied quand je lui demande de le faire. On va quelque part aujourd'hui. On dirait que vous avez tous quelque chose d'important à faire. Les trois hommes se regardèrent, conscients que cette décision ne pouvait être prise sans l'avis de la personne la plus concernée. Amelia n'avait peut-être que 6 ans, mais elle avait déjà fait preuve d'un courage et d'une perspicacité remarquables. Elle méritait peut-être d'avoir son mot à dire sur son propre avenir. On va peut-être devoir partir en voyage, dit Jed avec prudence. Des hommes te recherchent et il ne serait peut-être pas prudent de rester ici plus longtemps. Son expression devint sérieuse. L'enfant espiègle avait laissé place à quelqu'un qui comprenait les réalités d'un monde dangereux. « Ce sont les hommes de papa ?» demanda-t-elle. « Nous pensons que oui. » Elle resta silencieuse pendant un long moment, caressant distraitement le médaillon en argent autour de son cou. Lorsqu'elle reprit la parole,
Sa voix trahissait une détermination qui semblait appartenir à quelqu'un de beaucoup plus âgé. Si nous voulons retrouver Tommy et Samuel, alors nous devons y aller. Je peux vous aider. Je sais des choses sur papa et ses amis qui pourraient être importantes. Et puis, ajouta-t-elle avec un petit sourire, je n'ai pas peur tant que vous êtes avec moi. Debout dans ce cabinet médical encombré, entouré des preuves du réseau criminel de Morrison et de la menace grandissante qui pesait sur leur sécurité, Jed prit sa décision. Demain, ils commenceraient leur voyage vers Las Cruces, suivant une piste qui pourrait les mener au garçon ou les mener au désastre. Mais ce soir, il s'accrocherait à la confiance d'une petite fille courageuse qui croyait qu'il pouvait tout arranger, même s'il n'en était pas sûr lui-même. La montre de poche cassée reposait ouverte dans la paume de Jed, ses aiguilles figées à 11h47, l'heure exacte à laquelle Catherine avait rendu son dernier souffle, 20 ans auparavant. Il l'avait portée tous les jours depuis lors, comme un talisman de culpabilité et de souvenirs qu'il n'avait jamais pu mettre de côté. Le cadran en cristal était fissuré en forme de toile d'araignée depuis le jour où il l'avait jeté contre le mur dans un accès de rage, et la délicate chaîne en or avait été réparée tant de fois qu'elle était désormais davantage composée de soudure que de métal d'origine. « Elle est jolie », dit Amelia en regardant la montre depuis le siège du chariot où elle était perchée à côté de lui. « Elle fonctionne encore ?»« Non », répondit Jed en refermant la montre avec un léger clic. « Elle ne fonctionne plus depuis longtemps. » Il voyageait depuis 2 jours, empruntant des routes secondaires et des sentiers de surf pour éviter les routes principales où les hommes de Morrison pourraient les surveiller. Le trajet jusqu'à Las Cruces prenait normalement 3 jours de route difficile, mais avec un enfant et la nécessité de rester discret, Jed estimait qu'il leur faudrait au moins 5 jours. Le chariot était chargé de provisions et de matériel de camping, mais surtout, il servait de couverture pour leur véritable objectif. Quiconque les voyait supposait qu'ils n'étaient qu'une famille de plus se rendant au marché. Le paysage qui les entourait racontait l'histoire d'une terre prise entre 2 saisons. Les pluies hivernales avaient été rares, laissant la végétation désertique fragile et brune, mais ici et là, de nouvelles pousses perçant la terre durement compactée, avec la persistance obstinée de la vie refusant de capituler. Cela rappelait à Jed sa propre situation. En sommeil depuis des années, il voyait maintenant naître de manière inattendue un nouvel objectif. Amelia s'était révélée être une compagne de voyage idéale. Elle posait des questions pertinentes, aidait aux tâches du campement sans qu'on le lui demande, et s'amusait pendant des heures à inventer des histoires sur les formations rocheuses et la faune qu'il rencontrait. Mais ce sont ses réflexions sur son père et ses frères qui se sont avérées les plus précieuses. Papa disait toujours que Tommy était trop doux, expliqua-t-elle alors qu'ils installaient leur campement pour la 2e nuit. Il pleurait quand papa lui demandait d'aider à dépouiller les lapins, et il ne se défendait pas quand les garçons plus âgés de la ville le harcelaient. Mais papa se trompait à ce sujet. Tommy n'est pas doux. Il est simplement gentil. Il y a une différence. Elle piqua le feu de camp avec un bâton, en voyant des étincelles tourbillonner dans le ciel étoilé. Samuel est différent. Il est calme, mais il remarque tout. Il peut vous dire exactement ce que quelqu'un portait il y a 3 jours ou se souvenir de chaque mot d'une conversation qu'il a entendue. Papa disait que cela le rendait utile, mais aussi dangereux, car il se souvenait de choses que papa voulait oublier. Chaque détail qu'elle partageait aidait Jed à se faire une image plus claire des garçons qu'il cherchait. Tommy Palmy, le garçon sensible de 10 ans qui devait lutter contre tout ce que son père le forçait à faire. Samuel, le garçon observateur de 8 ans qui pourrait avoir des informations susceptibles de les aider, mais qui serait également profondément traumatisé par ce dont il avait été témoin. Le matin du 3e jour, ils ont trouvé le premier signe réel indiquant qu'ils se rapprochaient du territoire de Morrison. Amelia l'a repéré la première. Une croix en bois grossière marquait une tombe à côté du sentier, avec un nom gravé en lettres tremblantes. L'adjoint Martin Reeves est mort en service.
C'est nouveau, dit-elle doucement. Ce n'était pas là quand nous sommes passés par ici auparavant. Jed examina la tombe de plus près. Le bois était usé par les intempéries, mais pas vieux, et la terre remuée suggérait que l'enterrement avait eu lieu au cours des derniers mois. La tombe d'un homme de loi au milieu de nulle part signifiait généralement une chose. Il avait été tué alors qu'il poursuivait des criminels qui ne voulaient pas être arrêtés. L'adjoint Reeves était-il un homme bon? Demanda Amelia. Je le connaissais, répondit Jed. Il était jeune, peut-être 25 ans, impatient de faire ses preuves. Peut-être trop impatient. Il avait une nouvelle femme et un bébé en route. La tombe leur rappelait de manière saisissante ce dans quoi il s'embarquait. Morrison n'était pas seulement un père qui avait fait de mauvais choix. C'était un tueur prêt à éliminer quiconque menaçait ses activités. Et maintenant, Jed exposait délibérément Amelia et lui-même à cette violence. Cet après-midi-là, ils arrivèrent à la périphérie de Las Cruz. La ville s'était agrandie depuis la dernière visite de Jed, s'étendant depuis la place d'origine en un ensemble tentaculaire de bâtiments en adobe, de devantures en bois et de structures en toile qui abritaient le surplus de population attiré par les rumeurs de découverte d'argent et d'opportunités commerciales. C'était le genre d'endroit où les étrangers étaient monnaie courante et où les questions étaient découragées. Parfait pour quelqu'un comme Morrison, qui avait besoin d'opérer sans attirer l'attention des autorités. Jed trouva une pension à la périphérie de la ville, tenue par une femme burinée par le temps, Madame Garcia, qui ne posa aucune question sur un homme voyageant avec sa nièce et accepta son argent sans exiger de nom dans son registre. Leur chambre était petite mais propre, avec 2 lits étroits et une fenêtre donnant sur la rue poussiéreuse. Demain, nous commencerons à chercher tes frères, dit Jed à Amelia alors qu'ils s'installaient pour la nuit. Mais tu dois me promettre une chose. Tu resteras près de moi et tu feras exactement ce que je te dirai, même si tu ne comprends pas pourquoi. Elle acquiesça solennellement. Je te le promets. Mais Jed, et si nous arrivons trop tard? Et si papa les a déjà déplacés à nouveau? C'était la question qui le hantait depuis leur départ de Socorro. Morrison était intelligent et paranoïaque, et il savait que le fait d'avoir pris les enfants le rendait vulnérable. S'il soupçonnait qu'on le poursuivait, il pourrait décider que les garçons étaient plus un handicap qu'un atout. Nous les trouverons, dit Jed avec plus d'assurance qu'il n'en ressentait. Tes frères comptent sur nous et nous ne les laisserons pas tomber. Alors qu'Amelia s'endormait, Jed s'assit près de la fenêtre, observant la rue. La Creuse, une fois la nuit tombée, était un endroit différent de celui qu'il était pendant la journée, plus rude, plus dangereux, rempli de gens qui menaient leurs affaires à l'abri des regards indiscrets. Quelque part dans ce labyrinthe de rues et d'immeubles, 2 garçons effrayés se demandaient probablement si quelqu'un les cherchait. Il sortit à nouveau la montre de poche cassée et examina les aiguilles figées dans la pénombre. Pendant 20 ans, cette montre lui avait rappelé ses échecs, la famille qu'il n'avait pas su protéger. Mais ce soir-là, alors qu'il la tenait dans sa main, tandis qu'une petite fille courageuse dormait à ses côtés et que ses frères disparus attendaient quelque part dans l'obscurité, il ressentait quelque chose de différent. Peut-être était-il temps d'arrêter de se mesurer aux moments où le temps s'était arrêté et de commencer à se concentrer sur le temps qui restait. Peut-être que guérir ne consistait pas à réparer ce qui était cassé, mais à apprendre à porter les morceaux avec grâce tout en construisant quelque chose de nouveau. Demain, ils commenceraient la partie la plus dangereuse de leur voyage. Mais ce soir, pour la première fois depuis des décennies, le poids de la montre cassée dans sa poche ressemblait davantage à une promesse qu'à un fardeau. La lettre était coincée derrière une brique descellée dans le mur de l'entrepôt abandonné, écrite dans l'écriture distinctive de Morrison et scellée avec de la cire qui portait encore l'empreinte de sa bague. Les mains de Jed tremblaient légèrement lorsqu'il brisa le sceau et déplia le papier, conscient que son contenu allait tout changer dans leur mission. « Mon cher shérif Thornton », commençait la lettre, et le sang de Jed se glaça. « Oui, je sais exactement qui vous êtes, même si vous avez fait un travail admirable en prétendant être un simple éleveur en difficulté ces 7 dernières années. Pensiez-vous vraiment que je ne reconnaîtrais pas l'homme qui a tué mon frère? » Ces mots frappèrent Jed comme des coups physiques. Il se força à continuer à lire, même si chaque ligne révélait une nouvelle facette du piège dans lequel il était tombé sans le savoir. Vous voyez, Jeremiah, cela n'a jamais eu à voir avec la fuite de mes enfants ou une rencontre fortuite avec ma douce petite Amelia à Socorro. Cela fait 20 ans que je prépare cela.
Depuis que vous avez tiré 3 balles sur Billy Morrison lors de cette affaire de vol de bétail près de Silver City. Oh, tu ne faisais que ton travail, j'en suis sûr. Tu faisais respecter la loi, tu petite fille. Tu protégeais la propriété. Tu étais le genre d'homme droit qui dort bien la nuit, sachant qu'il a rendu le monde un peu plus sûr pour les gens honnêtes. Les souvenirs lui revinrent avec une clarté écœurante. Billy Morrison, à peine âgé de 19 ans, pris en flagrant délit avec un troupeau de bétail volé. Le garçon avait sorti son arme lorsque Jed avait tenté de l'arrêter, et Jed avait réagi en une fraction de seconde. Un timing qui lui avait permis de rester en vie pendant 2 décennies passées dans les forces de l'ordre. C'était un tir net, justifié et légal. Mais cela ne changeait rien au fait qu'un jeune homme était mort. Billy était de la seule famille qui me restait après que les Apaches aient tué nos parents. Il était sauvage, je vous l'accorde, mais ce n'était qu'un garçon qui essayait de se frayer un chemin dans un monde difficile. Vous lui avez enlevé cela et vous m'avez enlevé la seule personne qui comptait pour moi. J'ai donc décidé de vous rendre l'appareil. La vision de Jed s'est brouillée lorsque toute l'ampleur de la vengeance de Morrison est apparue clairement. L'attaque de son ranch, le meurtre de Catherine et Sarah, ce n'était pas de la violence apache aléatoire. C'était une vengeance soigneusement orchestrée, planifiée et exécutée par un homme qui comprenait que la pire façon de faire du mal à quelqu'un n'était pas de le tuer, mais de lui enlever tout ce qu'il aimait et de le laisser en vie pour souffrir. J'ai engagé ces pires apaches. Le shérif les a bien payés pour attaquer votre ranch pendant que vous étiez partis chasser des ombres dans les montagnes. Je leur ai dit de faire en sorte que cela ait l'air aléatoire. Juste un autre incident tragique dans un territoire dangereux. Et ça a marché à merveille, n'est-ce que bon? Vous avez passé 20 ans à vous reprocher d'avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment, sans jamais soupçonner que tout avait été soigneusement arrangé. Le papier craquait dans les mains de Jed alors qu'il le serrait plus fort. Le camp minier abandonné, où ils avaient retrouvé la trace des garçons, ressemblait à une tombe, silencieux à l'exception du murmure du vent dans les poutres brisées. Amalia était assise à proximité, arrangeant soigneusement des pierres en motif, tandis que Tommy et Samuel, miraculeusement et merveilleusement vivants, dormaient à l'ombre maigre d'un mur effondré. Trouver les garçons avait été presque décevant. Ils se trouvaient exactement là où la carte de Morrison indiquait qu'ils seraient, travaillant comme ouvriers non rémunérés dans une exploitation minière illégale dirigée par l'un des associés de Morrison. Le chef de la mine avait été facile à convaincre. Un simple coup d'œil au pistolet de Jed et à sa réputation d'ancien homme de loi avait suffi pour obtenir la libération des enfants sans effusion de sang. Mais maintenant, en lisant les aveux de Morrison, Jed comprenait que le sauvetage avait été trop facile. Morrison avait voulu qu'ils trouvent les garçons. Il avait orchestré toute la situation pour amener Jed à cet endroit à ce moment précis. Au moment où vous lirez ceci, vous vous demanderez pourquoi je vous ai permis de trouver Tommy et Samuel aussi facilement. La réponse est qu'ils n'ont jamais été le véritable enjeu. Ils n'étaient qu'un appât. C'est toi l'enjeu, Jeremiah. Toi et ma chère fille, qui s'est avérée très utile pour te faire sortir du trou où tu te cachais depuis toutes ces années. La lettre continuait avec des détails effrayants sur la connaissance qu'avait Morrison de leur déplacement, son réseau d'informateurs, sa manipulation minutieuse des événements pour s'assurer que Jed se sente obligé de sauver les enfants. Chaque choix que Jed avait fait, chaque décision qui semblait être l'expression de son libre arbitre, était en réalité le résultat d'une manipulation psychologique orchestrée par un maître en la matière. Vous vous interrogez probablement sur la sécurité des enfants. Soyez clair, je n'ai aucune intention de faire du mal à Tommy, Samuel ou Amelia. Après tout, ils sont ma chair et mon sang, et malgré ce que vous pouvez penser, je ne suis pas un monstre. Mais ils ont un rôle très important à jouer dans ce qui va se passer. Un mouvement dans les rochers au-dessus attira l'attention de Jed. Des hommes armés de fusils étaient postés de manière à couvrir toutes les voies de sortie du canyon. À en juger par leur façon de se déplacer et la discipline de leur positionnement, il s'agissait de tueurs professionnels. Morrison avait en effet planifié cela depuis longtemps.
Les enfants regarderont pendant que je vous tuerai, shérif. Ils verront ce qui arrive aux hommes qui se mêlent des affaires familiales. Ensuite, ils viendront avec moi, et je leur apprendrai les leçons que leur mère au cœur tendre n'a jamais pu leur enseigner. Que le monde est cruel, que la force est la seule vertu qui compte, et que la loyauté familiale passe avant tout le reste, y compris la loi et la moralité. Amelia leva les yeux de ses arrangements de pierre, sentant le changement dans l'attitude de Jed. « Que dit la lettre ?» demanda-t-elle. Tommy et Samuel sursautèrent en entendant sa voix. Les garçons étaient maigres et brûlés par le soleil après des semaines de travaux forcés, mais vivants et relativement indemnes. Tommy, le garçon sensible de 10 ans décrit par Amelia, s'était immédiatement attaché à Jed avec la gratitude désespérée de quelqu'un qui avait perdu tout espoir d'être secouru. Samuel, calme et observateur, avait peu parlé, mais observait tout avec l'attention minutieuse de quelqu'un qui essayait de comprendre une situation complexe et dangereuse. « Elle dit que ton père nous surveille », répondit Jed, essayant de garder une voix calme malgré la tempête de rage et de chagrin qui déchirait sa poitrine. Elle dit que tout cela était planifié. Le bruit des sabots résonna sur les parois du canyon et Black Jack Morrison apparut à cheval, avec l'assurance décontractée d'un homme qui avait tous les atouts en main. Il était plus âgé que Jed ne l'avait imaginé, probablement la quarantaine bien avancée, avec des cheveux grisonnants et un visage buriné par des décennies de vie au grand air. Mais ses yeux étaient jeunes et brillants d'une intelligence malicieuse, et lorsqu'il sourit en voyant ses enfants regroupés autour de Jed, c'était l'expression d'un prédateur qui avait enfin acculé sa proie. « Bonjour, shérif », lança Morrison en descendant de cheval avec une grâce fluide. « Je me demandais quand vous auriez le temps de lire ma lettre. J'espère que vous appréciez les efforts que j'ai déployés pour organiser ces retrouvailles. » D'autres cavaliers sortirent de leur cachette. 6 hommes, tous armés, tous avec le regard dur des tireurs professionnels. Ils se déployèrent en demi-cercle, coupant toute possibilité de fuite, tout en conservant des lignes de terre dégagées. « Papa », dit Amelia doucement, mais elle ne s'approcha pas de lui. Au lieu de cela, elle s'approcha de Jed et posa sa petite main sur son bras. « Bonjour, ma chérie », répondit Morrison, bien que son attention restât fixée sur Jed. « J'espère que vous avez été bien traité. Je sais que ce monsieur a un faible pour les enfants. C'est ce qui le rend si prévisible. » Tommy et Samuel ne dirent rien, mais Jed pouvait sentir leur peur comme une présence physique. Ces garçons avaient passé des semaines sous la garde de leur père, et leur expérience leur avait appris que le silence était plus sûr que la parole. « Laissez les enfants partir, » dit Jed. « C'est entre vous et moi. » Morrison éclata d'un rire semblable au bruit du verre brisé. « Oh, mais c'est là que vous vous trompez, shérif. Il s'agit bien des enfants. Ils vont apprendre aujourd'hui une leçon importante sur ce qui se passe lorsque la loyauté familiale entre en conflit avec une ingérence extérieure. » Il fit signe à ses hommes qui commencèrent à s'approcher avec la coordination experte de soldats suivant un plan familier. « Tu as tué mon frère il y a 20 ans et je t'ai rendu l'appareil en tuant ta famille. Maintenant, nous allons terminer ce que nous avons commencé et mes enfants vont comprendre exactement de quoi leur père est capable quand quelqu'un menace ce qui lui appartient. » Debout dans ce canyon brûlé par le soleil, entouré d'hommes armés et tenant une lettre qui révélait la profondeur de ses ennemis. Entre complot et haine, Jed comprit enfin la véritable ampleur du piège dans lequel il était tombé. Il ne s'agissait pas seulement de sauver 3 enfants, il s'agissait d'affronter l'architecte de son plus profond chagrin et de ses souvenirs les plus sombres. Mais en regardant le visage confiant d'Amelia et les yeux effrayés de ses frères, Jed comprit autre chose. Parfois, les batailles les plus importantes étaient celles que l'on était destiné à perdre. On ne se battait pas pour la victoire, mais pour avoir la chance de protéger quelque chose de plus précieux que sa propre vie. Après tant d'années, le sabre de cavalerie semblait étranger dans les mains de Jed. Son père l'avait porté pendant la guerre civile, puis l'avait transmis à son fils avec des histoires d'honneur et de devoir qui ressemblaient à des contes de fées sous la lumière crue du désert du Nouveau-Mexique. La lame était ternie par le temps et la négligence. Mais lorsque Jed la sortit de son fourreau en cuir, l'acier était encore assez tranchant pour fendre le vent du désert. Les hommes de Morrison s'étaient retirés sur des positions au bord du canyon, créant un amphithéâtre naturel pour ce que leur chef avait clairement l'intention de faire à la fois une exécution et une leçon. Les enfants étaient assis blottis les uns contre les autres, près de l'entrée abandonnée de la mine,
assez près pour entendre chaque mot, mais assez loin pour être à l'abri de la violence immédiate. Morrison avait calculé ce détail lui aussi. Il serait un témoin de tout, mais survivrait pour transmettre le souvenir. C'est un choix d'arme intéressant, observa Morrison en regardant Jed tester l'équilibre du sabre. La plupart des hommes auraient choisi une arme à feu dans une situation comme celle-ci. La plupart des hommes n'ont pas passé la dernière heure à réaliser que toute leur vie d'adulte a été façonnée par la vengeance d'un autre homme, répondit Jed. Un pistolet semble trop rapide, trop propre pour ce que nous avons à régler. La vérité était plus pratique que philosophique. Les hommes de Morrison contrôlaient les hauteurs avec des fusils, et toute tentative de combat avec des armes à feu se terminerait rapidement et mal. Mais le sabre représentait quelque chose de plus profond, un lien avec la conviction de son père selon laquelle certains combats valaient la peine d'être menés, quel qu'en soit le résultat. Que le caractère d'un homme ne se définissait pas par ses victoires, mais par ce pourquoi il était prêt à mourir. Morrison tira sa propre lame, une arme plus récente avec une garde en acier poli et une poignée en cuir enroulé. Vous savez, shérif, j'ai passé 20 ans à imaginer ce moment. Dans mes rêves, vous suppliez toujours. Vous implorez pitié pour avoir une chance d'expliquer un jour de plus la vie pathétique que vous menez depuis que je vous ai pris tout ce qui comptait pour vous. Désolé de vous décevoir, dit Jed en se mettant dans la position de combat que son père lui avait enseigné 40 ans auparavant. Mais j'ai arrêté de supplier depuis longtemps. Le canyon résonna du bruit du métal contre le métal lorsque leurs lames se croisèrent pour la première fois. Morrison était habile, plus que Jed ne l'aurait imaginé de la part d'un homme qui comptait généralement sur les armes à feu et l'intimidation. Sa technique était fluide et agressive, le fruit d'années passées dans les saloons et les ruelles, où le maniement de l'épée était aussi pratique que le tir. Mais Jed avait des avantages que Morrison ne pouvait pas voir. Les années d'isolement n'avaient pas été vaines. Il avait passé d'innombrables soirées à s'entraîner au sabre, travaillant des formes et des exercices qui maintenaient vivant le souvenir de son père, tout en servant de méditation sur la violence et ses conséquences. Plus important encore, il se battait pour quelque chose que Morrison ne pouvait pas comprendre. Pas pour la vengeance ou la fierté, mais pour la chance de donner à 3 enfants un avenir libéré du poison de leur père. Parle-moi de ma femme, dit Jed entre deux attaques, utilisant les mots comme des armes pour perturber le rythme de Morrison. Tu as regardé quand ils l'ont tué? Ça t'a plu? La lame de Morrison vacilla légèrement. Elle se battait comme une chatte sauvage. Même avec 3 flèches dans le corps, elle continuait d'essayer d'atteindre ta fille. Admirable, vraiment, même si c'était finalement inutile. La description frappa Jed comme un coup physique, mais il transforma la douleur en fureur, avançant avec une combinaison qui repoussa Morrison vers la paroi du canyon. Pendant un instant, l'expression confiante du hors-la-loi a laissé place à quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. La page qui les a tués? Jed a continué, poursuivant son attaque. Sont-ils toujours en vie? Ils sont morts depuis 10 ans maintenant, et haleté Morrison, tués par des soldats mexicains près d'Hermosillo. Mais je me suis assuré qu'ils comprennent pourquoi ils mouraient, qu'ils avaient été les instruments de la vengeance d'un homme blanc, que leur vie n'avait aucune valeur à mes yeux au-delà de leur utilité. Derrière eux, la voix d'Amelia s'éleva dans un son qui était à la fois un sanglot et une prière. Arrêtez de parler de maman Catherine comme ça. Elle était bonne et gentille, et elle ne méritait pas de mourir. Les 2 hommes s'interrompirent et se tournèrent vers les enfants qui étaient devenus les témoins involontaires de ce règlement de compte. Tommy avait ses bras autour de sa sœur, tandis que Samuel observait la dispute avec l'attention analytique qu'Amelia avait décrite, mémorisant des détails qui le hantraient pour le reste de sa vie. « Tu as raison, ma chérie, » dit Morrison à sa fille. Catherine Thornton ne méritait pas de mourir, mais mon frère Billy non plus. Et le monde s'organise rarement en fonction de ce que les gens méritent. C'est pourquoi la force importe plus que la justice. Pourquoi la loyauté familiale l'emporte sur les principes moraux. C'est là que tu te trompes, dit Jed en levant à nouveau son sabre. La justice ne concerne pas ce que les gens méritent. Elle concerne ce pourquoi nous choisissons de nous battre quand tout le reste nous a été enlevé.
La deuxième phase de leur duel fut plus brutale que la première. Les deux hommes avaient pris la mesure des compétences de l'autre, et ils se battaient désormais avec l'efficacité sinistre de soldats qui comprenaient que seul l'un d'entre eux sortirait vivant de ce canyon. Le sang commença à couler. D'abord d'une coupure sur la joue de Morrison, puis d'une entaille à l'épaule de Jed qui imprégna sa chemise d'une tache écarlate. Mais c'est la guerre psychologique qui s'avéra la plus destructrice. Morrison parlait sans cesse pendant qu'il se battait, décrivant en détail les derniers instants de Catherine, racontant les larmes de Sarah, relatant la satisfaction qu'il avait éprouvée en orchestrant leur mort. Chaque mot était choisi pour blesser, pour briser la concentration de Jed et le rendre vulnérable à un coup mortel. Elle a appelé ton nom, se moqua Morrison pendant une brève séparation. Catherine, je veux dire. Les Apaches m'ont dit qu'elle n'arrêtait pas de répéter Jeremiah, comme si elle s'attendait à ce que tu apparaisses pour les sauver. Jusqu'à la fin, elle a cru que tu viendrais. Ces mots ont atteint leur but. Jed a baissé sa garde pendant un instant et les lames de Morrison ont glissé, lui infligeant une profonde entaille dans les côtes. La douleur fut immédiate et intense, mais elle apporta aussi de la clarté. Le genre de concentration aiguë qui survient lorsque tout ce qui est inutile disparaît. Tu veux connaître la vérité sur ce jour-là, dit Jed, la voix calme malgré le sang qui coulait sur son côté. Je les ai entendus appeler. J'étais à 5 km quand l'attaque a commencé, et j'ai entendu les coups de feu résonner dans les montagnes, mais je traquais les voleurs de bétail dont tu as parlé, et j'ai pensé que les coups de feu provenaient de chasseurs ou d'éleveurs qui s'occupaient de prédateurs. Les attaques de Morrison devinrent plus violentes, mais aussi moins contrôlées. Si tu étais rentré chez toi au lieu de poursuivre mon frère, Billy volait du bétail à des familles qui pouvaient à peine nourrir leurs enfants, l'interrompit Jed, ses coups de lame devenant plus agressifs pour accompagner ses paroles. Il prenait la nourriture dans la bouche des bébés pour se remplir les poches. Et quand je l'ai attrapé, il a sorti son arme au lieu de se rendre. Je lui ai donné toutes les chances de s'en sortir vivant. Il avait 19 ans, tout comme moi lorsque j'ai épinglé mon premier badge. L'âge n'excuse pas les choix, Morrison. Votre frère a choisi d'être un voleur et vous avez choisi de faire payer ses erreurs à des innocents. Le combat s'était rapproché des enfants et Jed pouvait voir la terreur sur leur visage alors qu'ils observaient la scène. Leur père et leur protecteur essayaient de s'entretuer avec des armes médiévales dans un décor qui semblait tout droit sorti d'un cauchemar. Mais ils pouvaient aussi voir autre chose. Une compréhension grandissante dans les yeux d'Amelia que ce n'était pas seulement une question de colère et de vengeance entre adultes, mais aussi une question de savoir quel genre d'homme était vraiment son père. Morrison devait l'avoir vu aussi, car sa prochaine attaque était empreinte de la fureur désespérée de quelqu'un qui réalisait qu'il perdait plus qu'un simple combat à l'épée. Ses coups de lame devinrent sauvages, sacrifiant la technique au profit de la puissance, alors qu'il essayait de mettre fin rapidement au combat. Mais le désespoir le rendit imprudent, et Jed trouva l'ouverture qu'il attendait. Le sabre de son père glissa au-delà de la garde de Morrison et ouvrit une longue entaille sur le bras armé du hors-la-loi, suffisamment profonde pour affaiblir sa prise et ralentir ses réactions. C'est fini, dit Jed, sa lame contre la gorge de Morrison. Dites à vos hommes de se retirer. Morrison leva les yeux vers le bord du canyon où ses mercenaires attendaient ses ordres. Pendant un instant, le seul bruit était le murmure du vent à travers les rochers et la respiration haletante de deux hommes d'âge mûr qui s'étaient battus jusqu'à l'épuisement. « Tu penses que me tuer résoudra quelque chose ?» demanda Morrison. « Tu penses que cela ramènera ta femme et ta fille, ou que cela fera de toi le héros d'une histoire que ces enfants raconteront à leurs petits-enfants? » « Non, répondit Jed, mais cela t'empêchera d'empoisonner d'autres vies avec ta version de la justice. Le moment s'étira entre eux comme un fil tendu, un équilibre entre la violence et la miséricorde. Finalement, ce fut Amelia qui rompit le silence, sa petite voix portant clairement à travers le fond du canyon. « Ne tue pas, papa, dit-elle. S'il te plaît, ne le tue pas. Je ne veux pas me souvenir de toi comme ça. » En regardant dans ses yeux si semblables à ceux de Sarah, si pleins d'espoir et de foi en la possibilité du bien, Jed sentit le poids du choix s'abattre une fois de plus sur ses épaules. Il commençait à comprendre que certaines victoires coûtaient trop cher pour valoir la peine d'être remportées. La croix de fortune d'Amelia gisait dans la poussière, tombée de sa poche pendant le chaos.
2 petits bâtons attachés ensemble avec du fil provenant de sa robe déchirée, un symbole de foi qui semblait incroyablement fragile face à tant de violence. Jed pouvait la voir du coin de l'œil alors qu'il tenait son sabre sur la gorge de Morrison, un rappel de l'innocence dans un monde qui avait oublié à quoi elle ressemblait. La confrontation s'éternisait comme un souffle retenu. Les hommes de Morrison postés au bord du canyon attendaient des ordres qui ne venaient pas, leurs fusils braqués sur une scène qui avait pris une tournure dépassant toutes les attentes. Cela devait être une exécution, une simple vengeance servie froide après 20 ans de planification minutieuse. Au lieu de cela, c'était devenu quelque chose de plus complexe, un test pour révéler qui étaient vraiment ces hommes une fois dépouillés de leurs identités soigneusement construites. Vous n'allez pas me tuer, dit Morrison d'une voix empreinte d'une certitude absolue, malgré l'acier contre son cou. Vous ne pouvez pas. Ce n'est plus dans votre nature. 20 ans de culpabilité et d'autocommisération vous ont ramolli, shérif. Vous avez oublié comment faire ce qui doit être fait. Jed resserra sa prise sur la poignée du sabre. Tous ses instincts, aiguisés par des décennies passées dans les forces de l'ordre, lui criaient de mettre fin à tout cela, d'éliminer la menace que Morrison représentait, non seulement pour les enfants, mais aussi pour toute autre personne qui pourrait croiser son chemin. Mais les paroles d'Amelia résonnaient dans son esprit. Je ne veux pas me souvenir de toi comme ça. Et il se retrouva aux prises avec des questions qui n'avaient pas de réponse claire. Les parois du canyon semblaient se refermer autour d'eux, créant un amphithéâtre où le passé et le présent s'affrontaient avec une brutalité saisissante. 20 ans de rage soigneusement réprimée s'opposaient à 20 ans de dure sagesse. Et pendant un instant, Jed se sentit suspendu entre l'homme qu'il avait été et l'homme qu'il essayait de devenir. Tu as peut-être raison, dit finalement Jed. Je me suis peut-être adouci. Mais il y a une différence entre être doux et être sage. Et j'ai appris que certaines victoires coûtent plus cher que les défaites. Morrison éclata de rire, un son semblable à celui du verre brisé dans l'air du désert. La sagesse, c'est ainsi que tu appelles 20 ans passés à fuir tes responsabilités, 20 ans passés à laisser les autres mener les combats que tu étais trop brisé pour affronter. Ces mots touchèrent un Mark en plein cœur, creusant le doute que Jed portait en lui depuis des décennies. Son retrait des forces de l'ordre était-il un acte de sagesse ou de lâcheté? Avait-il choisi la paix ou simplement choisi la voie la plus facile en évitant tout choix? Tu veux savoir ce qu'est la responsabilité? Demanda Jed d'une voix basse et menaçante. Laisse-moi te raconter ce que j'ai appris en 20 ans de service. Chaque homme que j'ai tué avait une histoire. Chaque hors-la-loi que j'ai arrêté avait ses raisons pour faire ses choix. Certains étaient des monstres, oui, mais d'autres n'étaient que des gens brisés qui essayaient de survivre dans un monde qui les avait écrasés. Morrison plissa les yeux. Épargnez-moi votre leçon de philosophie, shérif. Vous avez tué mon frère parce que la loi vous l'imposait, et j'ai tué votre famille parce que mon cœur me l'imposait. La seule différence, c'est que je suis honnête sur ce qui me motive. La différence, répondit Jed, c'est que j'ai tiré les leçons de mes erreurs. Mais avant que Morrison n'ait pu répondre, un coup de fusil retentit depuis le bord du canyon. De la poussière jaillit près des pieds de Jed lorsqu'un des hommes de Morrison, estimant apparemment que l'impasse avait assez duré, prit les choses en main. Capturez-les vivants, cria Morrison. Mais ses paroles se perdirent dans le chaos alors que d'autres coups de feu retentissaient. Jed plongea vers les enfants, les plaquant derrière le maigre abri que constituaient quelques équipements miniers tombés au sol, tandis que les balles ricochaient sur la pierre et le métal autour d'eux. Le cri d'Amelia couvrit le bruit des coupes de feu. Ce n'était pas de la terreur, mais de la rage à la vue de sa petite croix piétinée dans la poussière. Baissez-vous, cria Jed, poussant les enfants plus profondément à l'abri tandis que Morrison se précipitait pour se protéger. Le canyon fut plongé dans le chaos. Les mercenaires de Morrison, des hommes disciplinés qui avaient combattu dans des guerres de territoire et des conflits fonciers, commencèrent leur descente depuis le bord du canyon avec une efficacité professionnelle.
Mais ils n'avaient pas prévu que le terrain jouerait contre eux, ni la farouche détermination de leur cible à survivre. Tommy, le garçon sensible qui pleurait devant la violence, surprit tout le monde en attrapant un morceau de bois cassé et en le balançant sur l'un des hommes de Morrison qui s'était laissé descendre depuis le bord. Le coup atteignit le tireur au genou, le faisant tomber dans les rochers avec un cri de douleur et un bruit de armes tombées. Bon garçon, cria Jed en tirant avec son pistolet sur les mouvements sur les parois du canyon. Restez baissé et continuez à avancer. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Il essayait de protéger les enfants de Morrison des propres hommes de Morrison, tandis que Morrison lui-même se cachait derrière un abri, criant des ordres contradictoires à ses subordonnés qui n'écoutaient plus rien d'autre que leur instinct de survie. Samuel, l'observateur silencieux, avait trouvé une position d'où il pouvait observer tout le champ de bataille. Trois hommes descendent le mur nord, cria-t-il d'une voix calme malgré le chaos. Deux autres avancent le long du bord est. Celui qui a une cicatrice tente de nous prendre à revers depuis l'entrée de la mine. La conscience tactique du garçon était remarquable pour quelqu'un de son âge, et Jed se surprit à se fier au rapport de renseignement de Samuel, alors qu'il tentait de protéger les enfants tout en ripostant. Mais ils étaient largement surpassés en nombre et en puissance de feu, et les assaillants avaient l'avantage de la position et du nombre. Morrison, quant à lui, avait récupéré son fusil et criait des ordres à ses hommes. « Ne tuez pas Thornton. Je le veux vivant, mais faites attention aux enfants. Ils sont plus dangereux qu'ils n'en ont l'air. » C'était vrai. Les trois enfants, au lieu de se recroqueviller de terreur, participaient activement à leur propre défense. Amelia s'était armée de pierres qu'elle lançait avec une précision surprenante sur quiconque s'approchait trop près. Son petit visage était marqué par une détermination sinistre qui rappelait douloureusement Catherine à Jed. Au cours des rares occasions où il avait vu sa femme vraiment en colère, Tommy continuait à manier son morceau de bois comme une massue, utilisant sa connaissance du matériel minier pour créer des obstacles et des pièges improvisés. Sa nature douce n'avait pas disparu, mais elle avait été tempérée par la nécessité en quelque chose de plus dur et de plus pratique. Samuel s'était désigné comme officier de renseignement du groupe, utilisant sa mémoire phénoménale pour suivre les mouvements de chaque attaquant et prédire leurs itinéraires probables. L'homme au chapeau marron est en train de recharger, cria-t-il. Celui près du chariot de mine boite du côté gauche, mais le courage et la détermination ne peuvent pas indéfiniment compenser une puissance de feu supérieure. Jed sentit une balle effleurer son épaule déjà blessée, faisant couler du sang frais le long de son bras. Un autre tir brisa la poutre en bois qui leur servait de couverture principale, et il sut qu'ils n'avaient peut-être que quelques minutes avant que leur position ne devienne complètement intenable. Les assaillants étaient suffisamment professionnels pour coordonner leur assaut, tirant pour couvrir leurs camarades pendant que d'autres avançaient. Mais c'étaient aussi des mercenaires, des hommes qui se battaient pour l'argent plutôt que par conviction, et Jed pouvait voir l'incertitude dans leurs mouvements. L'autorité de Morrison s'effritait sous la pression de circonstances que personne n'avait anticipées. C'est alors qu'il prit une décision qui allait à l'encontre de tous les principes tactiques qu'il avait appris. Au lieu d'essayer de s'échapper ou de trouver un meilleur abri, il sortit à découvert, son sabre levé en signe de défi. « Morrison » cria-t-il, sa voix résonnant dans le canyon. « Walls, affrontez-moi vous-même ou vous contentez-vous de laisser des mercenaires se battre à votre place? » Les tirs cessèrent et tous les hommes présents dans le canyon se retournèrent pour observer ce qui semblait être soit un acte de courage suprême, soit une folie totale. Jed se tenait à découvert, saignant de multiples blessures, défiant un homme entouré d'alliés armés en combat singulier. Le visage de Morrison passa par une série d'expressions. Surprise, suspicion, puis enfin compréhension. Ce n'était ni une capitulation ni un acte désespéré. C'était un homme qui faisait un choix conscient quant à la façon dont son histoire allait se terminer. « Tu penses pouvoir me manipuler en faisant appel à mon honneur » rétorqua Morrison. « Tu penses que je me soucie des combats équitables et des gestes nobles? » « Je pense que vous vous souciez de ce que vos enfants retiendront de cette journée » répondit Jed. « Je pense que vous voulez qu'ils voient leur père comme un homme et non comme un lâche qui se cache derrière des mercenaires. » Le silence qui suivit fut profond, seulement rompu par le murmure du vent du désert et le cri lointain d'un faucon tournoyant au-dessus de leur tête. Les hommes de Morrison attendaient les ordres.
leurs fusils pointés sur Jed, mais leurs doigts hésitants sur la gâchette. Cela était devenu quelque chose de plus important qu'un simple meurtre par vengeance. C'était devenu un test de caractère qui définirait toutes les personnes présentes. Dans le silence soudain, la voix d'Amelia s'éleva, claire et forte. Papa, s'il te plaît, mette fin à tout cela. Morrison regarda sa fille. Vraiment, il la regarda peut-être pour la première fois depuis le début de cette épreuve. Il vit la peur dans ses yeux, certes, mais aussi l'amour, et sous ce là la compréhension grandissante du genre d'homme qu'était réellement son père. C'était un regard plus tranchant que n'importe quelle lame. Le jugement de l'innocence confrontée au mal et le trouvant insuffisant. Très bien, shérif, dit finalement Morrison en sortant de sa cachette. Finissons ce que nous avons commencé il y a 20 ans. Le duel final entre Jed et Morrison dura moins de 5 minutes, mais ces minutes contenaient 20 ans de douleur, de rage et d'espoir désespéré de rédemption accumulés. Ils se battirent avec l'intensité sauvage d'hommes qui comprenaient que seul l'un d'entre eux sortirait vivant de ce canyon, mais aussi avec la terrible conscience que 3 enfants observaient chacun de leurs mouvements, mémorisaient chaque coup et emporteraient ces images dans l'avenir qui les attendait. Morrison était plus habile avec une lame que Jed ne l'aurait imaginé de la part d'un homme qui comptait généralement sur ses armes et son intimidation. Sa technique était fluide et agressive, le résultat d'années passées dans les saloons et les ruelles, où le maniement de l'épée était aussi pratique que le tir. Mais l'habileté seule ne suffisait pas face à un homme qui n'avait plus rien à perdre, sauf la confiance de 3 enfants qui croyaient qu'il pouvait les protéger. Le tournant se produisit lorsque Morrison, profitant de ce qu'il pensait être un avantage, se découvrit en tentant un coup visant le cœur de Jed. Jed fit un pas de côté avec l'économie de mouvement acquise au fil de décennies de pratique. Et le sabre de cavalerie de son père trouva sa cible juste en dessous des côtes de Morrison, glissant entre l'os et le muscle pour transpercer quelque chose de vital. Morrison trébucha, sa propre lame tombant sur le sol rocailleux alors qu'il pressait ses 2 mains sur la blessure. Le sang s'écoulait d'entre ses doigts, sombre et répandu, et son visage pâlit sous le choc de cette blessure mortelle. Eh bien, dit-il d'une voix déjà faible, je suppose que cela règle la question. Jed le rattrapa dans sa chute et le déposa doucement sur le sol. Malgré tout ce qui les séparait, il n'éprouvait aucune satisfaction à cet instant. Aucun sentiment de justice rendue. Seulement la reconnaissance creuse que la violence, même nécessaire, avait toujours un prix pour toutes les personnes impliquées. Les hommes de Morrison, postés au bord du canyon, ne firent aucun geste pour intervenir. C'étaient peut-être des tueurs professionnels, mais c'étaient aussi des hommes pragmatiques qui comprenaient quand un contrat avait été rempli. Leur employeur était en train de mourir, et avec lui mourait leur obligation de poursuivre un combat qui leur avait déjà coûté plus cher que prévu. Les derniers mots de Morrison sortirent dans un souffle, à chaque respiration. Une lutte contre l'obscurité qui l'enveloppait. Jed s'agenouilla à côté de son ennemi tombé, assez près pour entendre la confession murmurée qui sortait de ses lèvres déjà bleues. La banque Hendricks à Roswell. Morrison Altais, prévu pour le mois prochain. Mes hommes ne sont pas au courant. Je pensais que c'était juste une reconnaissance. Mais il y a une famille, les Kelly. Ils ont 4 enfants. J'allais les utiliser comme j'utilise mes propres garçons. Arrêtez, s'il vous plaît. Jed sortit un papier de la poche de sa veste. Le même journal dans lequel il avait consigné ses observations quotidiennes sur le temps et le bétail au cours des 7 dernières années. Il l'utilisait maintenant pour documenter quelque chose de bien plus important. Le papier sur lequel il avait noté les derniers mots de Morrison était déchiré et taché, mais chaque lieu, chaque nom, chaque détail des crimes prévus représentait des familles qui seraient désormais épargnées par le genre de dévastation qui avait façonné la vie des 2 hommes.
La mine d'argent près de Lordsburg, continua Morrison, sa voix s'affaiblissant à chaque mot. Une forteresse cachée dans les anciennes cartes des puits, dans une boîte en fer blanc derrière le faux mur. Assez de preuves pour pendre la moitié des hors-la-loi du territoire. Dites au shérif Davidson qu'il est intègre, l'un des rares à ne pas pouvoir être acheté. Jed nota tout cela, les mains fermes, malgré l'importance de ce qu'il enregistrait. 20 ans de crimes accumulés, soigneusement planifiés et méticuleusement documentés par un homme qui ne faisait confiance à personne. Les aveux de Morrison sur son lit de mort étaient une feuille de route vers la justice qui allait résonner dans tout le territoire pendant des années. Il y a plus, Morrison allaita, ses yeux cherchant le visage de Jed dans l'obscurité grandissante. Le braquage du train près de Deming. Ce n'était pas mon équipe, mais je sais qui l'a fait. Le vol de bétail dans la vallée de Gila. Je peux vous donner des noms, des dates, tout. Combien d'innocents pouvez-vous sauver avec ce que je vous dis? C'était une question qui allait au cœur même de ce que signifiait vraiment la justice. Morrison ne confessait pas par remords. Il échangeait des informations contre une sorte d'absolution, essayant d'équilibrer la balance dans les dernières instances de sa vie. Mais quelles que soient ses motivations, les informations qu'il fournissait permettraient d'éviter des souffrances, de protéger des familles, de servir le bien commun. Mais ce sont les révélations personnelles qui ont le plus touché Jed. « Votre femme », murmura Morrison, les yeux rivés sur le visage de Jed dans la lumière naissante. Elle n'était pas censée souffrir. J'ai dit aux Apaches de tuer rapidement et proprement, mais ils étaient ivres de whisky et assoiffés de sang. Quand j'ai compris ce qui se passait, sa voix s'est brisée. Je les ai poursuivis, j'ai essayé de les arrêter, mais il était trop tard. Catherine était déjà... Il ne put finir sa phrase, mais ce n'était pas nécessaire. Jed avait vu la scène, il avait vécu avec ces images pendant 20 ans. Le fait de savoir que Morrison avait essayé, même tardivement, d'empêcher sa famille de souffrir, ajoutait une autre couche de complexité à une situation déjà lourde d'ambiguïté morale. Sarah, continua Morrison d'une voix à peine audible, votre petite fille, elle s'est battue contre eux. Une petite chose, pas plus grande qu'Amelia, mais elle s'est tenue debout devant le corps de sa mère et a jeté des pierres sur des hommes adultes armés de fusils. C'est ça le courage, shérif. C'est le genre de courage qui se transmet dans les familles. La comparaison avec Amelia n'échappa à aucun des deux hommes. Voici une autre petite fille faisant preuve d'un courage incroyable face à un danger écrasant. Une autre enfant forcée de grandir trop vite dans un monde qui avait oublié comment protéger les innocents. « Je suis désolé », dit Morrison, et cette fois, ces mots avaient plus de poids qu'une simple politesse. « Cela ne vaut pas grand-chose maintenant, mais je suis désolé. Votre famille ne méritait pas ce qui lui est arrivé. La mienne non plus. » Les excuses flottaient entre eux comme un pont. Après 20 ans de haine et de chagrin, Jed voulait les rejeter, laisser Morrison mourir sans le réconfort du pardon. Mais en regardant les enfants, Amelia serrant sa croix sauvée, Tommy et Samuel regardant la vie de leur père s'éteindre, il comprit que la miséricorde n'avait rien à voir avec ce que Morrison méritait. Il s'agissait du genre d'homme que Jed choisissait d'être devant eux. 3 enfants qui porteraient même ce souvenir pour toujours. « Je t'entends », dit simplement Jed. « Je t'entends. » La main de Morrison trouva celle de sa fille, ses doigts parvenant à peine à se refermer sur sa petite paume. « Amelia, souffla-t-il, tu es plus forte que je ne l'ai jamais été. Ne laisse pas mes erreurs empoisonner ton cœur. Les garçons, prenez soin de vos frères. Aimez-les plus que je ne l'ai fait. Je le ferai, papa, murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues couvertes de poussière. Je te le promets. Tommy s'agenouilla de l'autre côté de Morrison, sa nature sensible submergée par la douleur de son père. Malgré tout ce que Morrison lui avait fait subir, le cœur compatissant du garçon ne supportait pas de voir quelqu'un souffrir. « Papa, je suis désolé de ne pas avoir été assez courageux. Je suis désolé de ne pas avoir pu être ce que tu voulais que je sois. »« Non, » dit Morrison, sa voix gagnant momentanément en force, poussé par le besoin de corriger ce malentendu. « Tu étais exactement ce que tu devais être. Gentil, doux. Le monde a besoin de plus d'hommes comme toi, pas moins. Ne change pas cela. Promets-moi que tu ne changeras pas. » Tommy acquiesça à travers ses larmes, acceptant la bénédiction finale de son père sur les qualités mêmes qui lui avaient autrefois semblé être des faiblesses. Samuel, toujours observateur, était resté silencieux pendant la majeure partie de l'échange,
Mais il se pencha maintenant en avant, son jeune visage sérieux, avec une compréhension qui dépassait son âge. Papa, pourquoi nous as-tu éloignés de maman? Morrison ferma les yeux, et pendant un instant, Jed crut qu'il s'était éteint sans répondre. Mais il reprit de la parole, ces mots à peine audibles dans le vent du désert. Parce que j'avais peur, admit-il, peur que vous grandissiez en étant aussi doux que votre mère le souhaitait. Peur que vous choisissiez sa voie plutôt que la mienne lorsque le monde vous montrerait ses crocs. Mais j'avais tort. Sa voie était la plus difficile, la plus courageuse. Le pardon demande plus de courage que la vengeance. Cette confession sembla lui ôter le peu de force qui lui restait. La respiration de Morrison devint superficielle et laborieuse, chaque souffle visiblement difficile, mais ses yeux restèrent fixés sur les visages de ses enfants, les mémorisant une dernière fois. Les hommes sur le bord, murmura-t-il à Jed, ils vont se disperser maintenant que je suis mourant. La plupart sont des lâches sans chef. Mais méfie-toi de Cutter McKee. Il a le visage balafré et il lui manque l'œil gauche. Il n'abandonnera pas la vendetta. Il aimait Billy comme un frère. Jed acquiesça, enregistrant l'avertissement tout en se demandant s'il vivrait assez longtemps pour que cela ait de l'importance. Ses propres blessures étaient graves et la perte de sang le rendait étourdi. Mais il se força à rester vigilant pour être présent lors des derniers instants de Morrison. Et les enfants, qui se souviendraient de cette scène pour le reste de leur vie, comme si les paroles de Morrison les avaient convoqués, le bruit des chevaux résonna depuis le bord du canyon. Ces hommes survivants abandonnaient effectivement leur position, refusant de poursuivre un combat qui avait perdu tout son sens avec la mort imminente de leur chef. Les criminels pragmatiques limitaient leurs pertes et s'enfuyaient, ne laissant derrière eux que le désert, le vent et la poussière qui retombaient après leur départ. Jed, dit Morrison, d'une voix à peine audible, prendre soin d'eux, tous les trois. Ne laisse pas ce que j'étais définir ce qu'ils deviendront. Ils méritent mieux que la vie que j'ai pu leur offrir. Je te donne ma parole, répondit Jed, et il le pensait de tout son être. Morrison sourit alors, une expression qui transforma son visage buriné en quelque chose de presque paisible. C'est drôle, murmura-t-il. 20 ans à planifier ma vengeance. Et au final, la seule chose qui compte, c'est de savoir si quelqu'un aimera tes enfants après ton départ. Son souffle se coupa, se relâcha, puis s'arrêta complètement. Black Jack Morrison mourut alors que le soleil touchait la rive ouest du canyon, peignant le ciel de nuances rouges et dorées qui semblaient embraser le monde entier. Ses enfants se rassemblèrent autour de son corps inerte, chacun gérant la perte à sa manière. Amelia pleura ouvertement, pleurant le père qu'elle avait espéré qu'il devienne. Tommy pleurait en silence, son cœur tendre brisé par toute la douleur qui aurait pu être évitée. Samuel observait et se souvenait, son esprit vif s'efforçant déjà de comprendre comment cette fin était le résultat de tous les choix qui avaient été faits auparavant. Jed sortit une couverture de ses sacoches et couvrit le corps de Morrison, puis rassembla les enfants près de lui. Ils avaient survécu au danger immédiat, mais ils étaient encore loin d'être en sécurité, et ses propres blessures étaient plus graves qu'il ne le leur avait laissé voir. Le voyage de retour mettrait à l'épreuve le peu de force qui leur restait. Mais en regardant leur visage dans la lumière déclinante, meurtri et effrayé, mais intact, Jed ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis 20 ans. Pas exactement la paix, et certainement pas le bonheur, mais un but. Le but clair et simple de protéger quelque chose de précieux et de l'aider à grandir. Le papier contenant les aveux de Morrison gisait, alourdi par des pierres, à côté de son corps, témoignage des crimes et des souffrances qui aideraient d'autres familles à éviter le genre de douleur qui les avait tous amenés ici. C'était peut-être une petite justice, mais c'était tout de même une justice, même. Allez, venez, dit-il en prenant Amelia dans ses bras, tandis que les garçons rassemblaient leurs maigres possessions. Rentrons à la maison. Derrière eux, les aveux de Morrison flottaient dans le vent du désert. Ces mots étaient le dernier cadeau d'un homme mourant à un monde qu'il avait passé trop d'années à essayer de blesser. Et quelque part au loin,
Le bruit des chevaux s'estompant dans le silence marquait la fin d'une histoire et le début d'une autre. Jed apprenait parfois que c'était ainsi que commençait la guérison. Non pas avec de grands gestes ou des résolutions parfaites, mais avec la simple décision de choisir l'amour plutôt que la vengeance, l'espoir plutôt que le désespoir, et demain plutôt qu'hier. 3 mois plus tard, la Bible familiale était ouverte sur la table de la cuisine, ses pages reflétant la lumière chaude de la lampe à Will, tandis que Jed inscrivait soigneusement les noms des enfants dans l'espace réservé aux registres familiaux. Le livre relié en cuir était neuf, acheté lors de leur dernier voyage à Sakura, et il sentait les possibilités et les nouveaux départs. Son poids dans ses mains semblait significatif, non seulement en tant que livre, mais aussi en tant que symbole de la famille qu'ils avaient choisi de former. Amelia Rose Morrison Thornton, écrivit-il d'une écriture soignée, le stylo glissant lentement sur la page immaculée. Né le 15 juin 1841, adopté le 3 novembre 1897, Thomas James Morrison, il pouvait calmer les chevaux effrayés d'un mot et d'une main douce, et ses talents de menuisier lui avaient permis de fabriquer toutes sortes d'objets, des soldats de plomb pour Samuel à un coffret à bijoux pour Amelia, en passant par un nouveau manche pour le marteau préféré de Jed. Mais c'était sa capacité à pardonner qui étonnait le plus Jed. Le garçon ne nourrissait aucune rancœur visible envers son père, choisissant plutôt de se souvenir des quelques bons moments qu'ils avaient partagés, des fois où Morrison lui avait appris à sculpter, des histoires qu'il lui avait racontées autour du feu de camp, des rares occasions où la meilleure nature de son père avait transparé à travers les couches d'amertume et de colère. Je pense que papa était juste perdu, avait expliqué Tommy un soir alors qu'ils travaillaient ensemble dans la grange. Parfois, les gens sont tellement perdus qu'ils ne trouvent plus le chemin pour redevenir bons. Mais cela ne signifie pas qu'ils n'ont jamais été bons, simplement qu'ils ont oublié comment l'être. La sagesse de ces paroles venant d'un garçon de 11 ans qui avait toutes les raisons de détester son père, avait fait monter les larmes aux yeux de Jed et lui avait rappelé pourquoi protéger l'esprit doux de cet enfant valait tous les sacrifices. Samuel restait d'observateur, mais son silence était passé de la lassitude au contentement. Il s'était désigné lui-même chroniqueur de la famille, rédigeant des comptes rendus détaillés de leur vie quotidienne dans un journal que Jed lui avait donné. Ses notes allaient d'observations pratiques sur le fonctionnement du ranch à des réflexions profondes sur la nature de la famille et de l'appartenance. Son intelligence vive trouvait son exutoire dans l'aide qu'il apportait à Jed pour la comptabilité du ranch et dans l'apprentissage de la lecture en lisant tous les livres de la petite bibliothèque du Père Miguel. À 9 ans, il montrait déjà des signes d'un esprit analytique capable de faire le lien entre des idées complexes, et Jed avait commencé à discuter de la possibilité de l'envoyer à l'université territoriale lorsqu'il aurait l'âge requis. Mais peut-être plus important encore, Samuel était devenu le gardien de la mémoire de la famille, préservant soigneusement non seulement les faits de leur vie quotidienne, mais aussi la texture émotionnelle de leur transformation d'étrangers en famille. Ses notes dans son journal capturaient des moments qui auraient pu être oubliés. La première fois qu'Amelia avait appelé Jed papa. Le jour où Tommy avait réussi à démanteler une secte sans aide. La soirée où tous les quatre s'étaient assis sous le porche pour regarder les étoiles et où ils avaient eu pour la première fois le sentiment d'appartenir vraiment à un endroit. Le territoire avait en effet été transformé par les aveux de Morrison sur son lit de mort. Le shérif Davidson avait agi avec une efficacité remarquable, coordonnant ses efforts avec ceux des forces de l'ordre de tout le Nouveau-Mexique pour démanteler le réseau criminel que Morrison avait mis des années à construire. 17 arrestations avaient suivi, ainsi que la récupération de milliers de dollars en argent et en biens volés, qui avaient été rendus à leurs propriétaires légitimes. La banque Hendricks à Roswell n'avait pas été cambriolée, et ses clients n'avaient jamais su à quel point ils avaient frôlé la tragédie. La famille Kelly, avec ses 4 jeunes enfants, continuait à mener une vie paisible, sans savoir qu'elle avait été désignée comme victime potentielle d'un complot qui avait pris fin avec la mort de son architecte. Des dizaines d'autres familles à travers le territoire dormaient plus tranquilles grâce aux informations fournies par le dernier acte de conscience d'un hors-la-loi mourant. La cachette près de Lordsburg avait livré un trésor de preuves, de cartes, de correspondances et de plans détaillés pour des crimes futurs qui s'étendaient sur plusieurs mois. La boîte en fer blanc mentionnée par Morrison contenait suffisamment de documents pour résoudre des crimes remontant à plusieurs années,
apportant ainsi une conclusion aux familles qui avaient depuis longtemps perdu tout espoir de justice. Le shérif Davidson s'était rendu en personne à Sakharov pour remercier Jed d'avoir contribué au démantèlement du réseau criminel. Il avait également annoncé que plusieurs banques du territoire avaient réuni des fonds afin d'offrir une récompense substantielle pour la capture de Morrison et la récupération des fonds volés. Cette somme, supérieure à ce que Jed aurait pu gagner en 3 ans d'exploitation du ranch, avait été utilisée pour agrandir le ranch et assurer l'avenir des enfants. Cutter McKee, le tireur borgne dont Morrison avait mis en garde Jed, avait bien tenté de poursuivre la vendetta, mais il n'avait pas le cœur à l'ouvrage. Et lorsque les hommes du shérif Davidson l'avaient retrouvé dans une cachette près de Tucson, il s'était rendu sans combattre. La menace qui hantait les rêves de Jed depuis des mois n'avait pas pris fin dans la violence, mais dans l'épuisement d'un homme qui avait découvert que certaines haines étaient trop lourdes à porter seul. Au cours de son interrogatoire, McKee avait fourni des informations supplémentaires sur le réseau de Morrison, comblant ainsi les lacunes qui avaient empêché les forces de l'ordre de comprendre pleinement l'organisation criminelle. Il avait également révélé que Morrison, au cours de ces derniers mois, avait commencé à exprimer des doutes sur la voie qu'il avait choisie, se demandant à haute voix si sa quête de vengeance ne lui avait pas coûté plus qu'elle ne lui avait rapporté. Les changements chez Jed lui-même étaient peut-être les plus remarquables. L'isolement prudent qu'il avait maintenu pendant 7 ans avait cédé la place à un réengagement progressif avec le monde au-delà de son ranch. Il avait accepté l'invitation de Vicente à aider à planifier la célébration de Noël de l'Église, avait offert son expertise au shérif Davidson dans plusieurs affaires et avait même commencé à assister aux réunions mensuelles de la ville où les citoyens discutaient de tout, de la réparation des routes au financement des écoles. Le docteur Henderson avait commenté cette transformation à plusieurs reprises, remarquant que les rides permanentes autour des yeux de Jed s'étaient atténuées et qu'il se déplaçait avec l'aisance et la confiance d'un homme qui avait retrouvé un but dans la vie. « Tu es une personne différente », avait observé Henderson lors d'une de leurs parties de dames. « Tu es toujours le même homme au fond, mais c'est comme si quelqu'un t'avait enlevé un poids que tu portais depuis si longtemps que tu avais oublié qu'il était là. » Vicente avait été plus direct dans son évaluation. « Tu souris maintenant », avait-il simplement dit. « Pas tout le temps, mais suffisamment pour que les gens le remarquent. Et quand tu parles des enfants, ton visage tout entier change. C'est ce que l'amour fait à un homme. Il lui rappelle qui il était avant que le monde n'essaie de le briser. Mais ce sont les petites transformations quotidiennes qui comptaient le plus. La façon dont il se réveillait chaque matin au son des voix des enfants, plutôt que dans le silence. La façon dont les repas étaient devenus des conversations sur les rêves, les peurs et les projets d'avenir plutôt que des exercices solitaires de nutrition de base. La façon dont il avait appris à tresser les cheveux, à raconter des histoires avant de se coucher et à répondre aux 1000 questions que les enfants curieux posaient surtout, de la raison pour laquelle le ciel était bleu à l'endroit où les gens allaient quand ils mouraient. Il avait également appris à naviguer dans le paysage émotionnel complexe de l'éducation d'enfants qui avaient subi un traumatisme. Il y avait des jours où Amelia se renfermait sur elle-même, où la douceur de Tommy se transformait en repli sur soi, où les observations de Samuel s'assombrissaient à cause de souvenirs qu'il ne pouvait pas encore assimiler. Ces jours-là, Jed avait appris à être présent sans forcer la conversation, à offrir du réconfort sans exiger d'explication, à croire que la guérison se faisait à son rythme et ne pouvait être précipitée. La communauté de Sakharov avait accueilli cette famille atypique avec le pragmatisme caractéristique des pionniers. Les enfants qui avaient besoin d'un foyer n'étaient pas rares dans la région, et les hommes qui se proposaient pour leur offrir un foyer étaient universellement respectés. Maria Santos s'était autoproclamée conseillère officieuse en matière d'éducation des enfants, offrant des conseils sur tout, du traitement des maladies infantiles à la gestion des problèmes de comportement. Le père Miguel était devenu un visiteur régulier, apportant des livres aux enfants et engageant des discussions théologiques avec Samuel, dont l'intelligence précoce et les questions sans fin sur la justice et la moralité avaient impressionné le prêtre. Ce garçon deviendra soit un grand avocat, soit un grand criminel, avait observé le père Miguel avec un sourire. Je parie sur avocat, les implications plus larges de leur histoire n'étaient pas passées inaperçues. La nouvelle du sauvetage des enfants et des aveux de Morrison s'était répandue dans tout le territoire,
devenant le genre d'histoire qui grandissait au fur et à mesure qu'on la racontait. Mais plutôt que de se concentrer sur les aspects violents ou aventureux, la plupart des versions mettaient l'accent sur les thèmes de la rédemption et de la famille. L'idée que des personnes brisées pouvaient guérir ensemble et que l'amour était plus fort que la vengeance. Plusieurs journaux avaient demandé des interviews, mais Jed les avait toutes refusées. Ce n'était pas une histoire qui devait être sensationnalisée ou transformée en divertissement pour des lecteurs lointains. C'était un parcours privé de guérison qui méritait d'être protégé de l'attention du public. Tu écris sur nous? Demanda Amelia, apparaissant à ses côtés, comme elle le faisait toujours lorsqu'il était occupé à des tâches sérieuses. Oui, répondit Jed en lui montrant les notes soigneusement consignées dans la Bible. C'est ainsi que les familles se souviennent de qui elles sont et d'où elles viennent. Elle étudia la page avec l'intensité qu'elle accordait à tout ce qui était important. Tu écriras aussi sur Maman Catherine et bébé Sarah pour qu'on sache qui elles sont. La question le coupa le souffle, comme souvent avec Amelia. Mais en regardant son visage sérieux, en voyant son désir sincère d'honorer la mémoire de personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées, Jed sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas la douleur familière de la perte, mais quelque chose de plus chaud et de plus complexe. Oui, dit-il en tournant une nouvelle page. Je pense qu'il est temps d'écrire sur elle aussi. Alors qu'il commençait à écrire sur le rire de Catherine et l'esprit intrépide de Sarah, les trois enfants se rassemblèrent autour de la table, ajoutant leurs propres souvenirs et questions à l'histoire. Tommy voulait savoir si Sarah aimait les chevaux autant que lui. Samuel posa des questions réfléchies sur la façon dont Catherine était en tant qu'enseignante. Amelia se demandait s'ils auraient été amis s'ils s'étaient rencontrés. La conversation qui suivit était différente de tout ce que Jed avait connu depuis la mort de Catherine. Un véritable partage de souvenirs et d'émotions qui honorait le passé tout en jetant des ponts vers l'avenir. Pour la première fois en 20 ans, parler de sa famille disparue ne lui donnait pas l'impression de rouvrir des blessures, mais plutôt de partager des trésors qui gagnaient en valeur lorsqu'ils étaient appréciés par d'autres. Pensez-vous qu'il nous aurait aimés? Demanda Amelia avec la franchise qui la caractérisait. Jed réfléchit sérieusement à la question, imaginant Catherine rencontrer ses trois enfants remarquables, imaginant Sarah jouer avec des enfants qui partageaient sa curiosité et son courage. Je pense que Catherine aurait adoré vos questions et votre détermination à prendre soin de vos frères. Et Sarah, elle t'aurait appris à siffler plus fort que n'importe quel garçon du coin et t'aurait probablement causé plus d'ennuis que je n'aurais pu en supporter. Les enfants ont ri et leur rire a rempli la cuisine d'une joie qui avait trop longtemps été absente de cette maison. Dehors, le vent du désert soufflait dans les peupliers que Jed avait plantés au printemps. Et quelque part au loin, Constance naissait doucement à l'intention du nouveau poulain né 2 semaines plus tôt. La montre de poche cassée était toujours dans le tiroir de la commode de Jed, ses aiguilles figées à jamais à 11h47. Mais il avait cessé de la vérifier obsessionnellement, cessé de l'utiliser comme un rappel de ses échecs. Le temps, apprenait-il, n'était pas une question de moments qui s'arrêtaient. Il s'agissait de tous les moments qui suivaient, des choix qui construisaient demain à partir des cendres d'hier. À l'approche de l'hiver, alors que la famille se préparait à passer son premier Noël ensemble, Jed se surprit à faire des projets non seulement pour les fêtes, mais aussi pour les années à venir. Tommy aurait besoin d'une formation avancée en menuiserie et peut-être d'un apprentissage auprès d'un maître artisan lorsqu'il aurait l'âge requis. Les dons intellectuels de Samuel exigeraient une éducation plus formelle que celle que Sakura pouvait lui offrir, ce qui signifiait envisager un internat ou, à terme, déménager plus près de l'université territoriale. Amelia aurait besoin d'être guidée pour naviguer dans les attentes sociales complexes imposées aux jeunes femmes du territoire. Elle devrait acquérir des compétences qui lui seraient utiles, qu'elle choisisse le mariage ou l'indépendance. Mais c'étaient là de bons problèmes, ceux qui découlent d'un avenir qui vaut la peine d'être planifié. C'étaient les préoccupations d'un homme qui avait redécouvert l'espoir et qui était prêt à investir dans l'avenir malgré l'incertitude qu'il recelait. Le rituel du soir consistant à lire à haute voix était devenu l'un des moments préférés de Jed dans la journée. Ce soir, Samuel avait choisi un passage tiré d'un des livres offerts par le Père Miguel, un recueil d'histoires sur des familles qui avaient surmonté de grandes épreuves grâce à leur soutien mutuel et à leur amour. Alors que Jed lisait à la lumière de la lampe, Amelia blottie contre lui et les garçons écoutant attentivement depuis leur chaise,
Il s'émerveillait de voir à quel point sa vie avait changé. 6 mois plus tôt, il était un homme sans but, comptant les jours au lieu de se fixer des objectifs. Aujourd'hui, il faisait partie de quelque chose de plus grand que lui, responsable de 3 jeunes vies qui dépendaient de sa sagesse, de sa force et de son amour. Le poids de cette responsabilité aurait dû être écrasant, mais au contraire, il se sentait libéré, retrouvant le sens qui l'avait animé pendant ses meilleures années en tant que policier. Les enfants avaient apporté plus que du bruit et de l'activité dans sa vie. Ils avaient restauré sa foi dans la possibilité du bien, dans l'idée que les gens pouvaient changer, grandir et devenir meilleurs que ce que leur situation pouvait laisser penser. Voir la douceur de Tommy passer d'un handicap à une force. Voir l'esprit analytique de Samuel se débattre avec des questions morales complexes. Être témoin du courage d'Amelia face à la perte et à l'incertitude. Tout cela avait rappelé à Jed que la résilience et l'espoir n'étaient pas des fantasmes naïfs, mais des outils pratiques pour construire un monde meilleur. L'histoire de leur sauvetage et de la mort de Morrison était en effet devenue une légende dans tout le territoire. Mais la version qui importait le plus était celle qui s'écrivait dans leur vie quotidienne. C'était une histoire de guérison. C'était sur la façon dont des personnes brisées pouvaient créer quelque chose de complet lorsqu'elles choisissaient de se faire confiance. Elle traitait de la différence entre la justice et la vengeance, du courage nécessaire pour pardonner sans oublier, et des façons inattendues dont l'amour pouvait grandir dans les circonstances les plus improbables. En regardant autour de la table les 3 enfants qui le considéraient comme leur famille, Jed comprit que certaines histoires ne se terminaient pas par la justice, la vengeance ou même le pardon. Les meilleures histoires, celles qui méritaient d'être racontées, se terminaient par l'espoir. Pas l'espoir passif qui attendait que de bonnes choses se produisent, mais l'espoir actif qui créait de bonnes choses grâce à des choix quotidiens d'aimer, de protéger et de croire en demain. La Bible familiale était ouverte devant eux. Ses pages n'étaient plus vides, mais remplies de noms et de dates, et marquaient le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire continue de la famille Thornton. Dehors, les étoiles du Nouveau-Mexique brillaient avec la même intensité qu'elles avaient affichées pour des générations de familles qui les avaient regardées et avaient rêvé de jours meilleurs. Certaines choses brisées, réfléchissait Jed en regardant les visages de ses enfants à la lumière de la lampe, pouvaient en effet être réparées sans pour autant retrouver leur état d'origine. C'était impossible, mais elles pouvaient être transformées en quelque chose de différent et peut-être même de plus fort. Comme sa montre de poche dont les aiguilles étaient figées. Certaines blessures faisaient une partie de l'histoire plutôt que d'en être la fin. Elles n'étaient pas des rappels d'échecs, mais du courage nécessaire pour continuer à avancer malgré la douleur. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles décisions, de nouvelles occasions de choisir l'amour plutôt que la peur. Mais ce soir-là, dans une cuisine remplie du calme satisfait d'une famille en paix, Jed Thornton comprit qu'il avait trouvé quelque chose de plus précieux que la justice, de plus apaisant que la vengeance et de plus durable que la satisfaction temporaire d'avoir réglé ses comptes. Il avait trouvé un foyer,